Ce perso est cauchemardesque, mais vraiment. Eh bien, bienvenue à tous pour passer une mauvaise nuit. J'espère que vous regardez cette vidéo le soir. Si c'est pas le cas, mettez-la en pause. Revenez à 23h et faites play à 23h, ok? On fait comme ça. Personne ne va le faire. 3 histoires d'horreur vraies. Épisode 454, car le concept marche bien. J'ai lu pas mal d'histoires d'horreur ces derniers temps. Beaucoup. Je vous avoue, en plus, moi, ayant joué à des jeux d'horreur, je le rappelle, je suis pas forcément très sensible à certaines histoires. Donc, c'est compliqué de me faire vraiment flipper avec juste un texte écrit. Mais j'ai trouvé des choses très badantes. Il y a toujours une mécanique précisément qui me fait flipper, qui me donne des frissons et que je déteste. C'est la fameuse intrusion. Par intrusion, je veux dire intrusion chez quelqu'un. Donc quelqu'un qui vient chez toi alors que c'est chez toi et que tu sais pas qui c'est et il est là. Et cette mécanique là, ça me fait vraiment flipper. Il y a deux histoires qui traitent de ça et une autre qui traite d'autre chose d'encore plus badant. Bref, messieurs, dames, installez-vous confortablement dans votre lit, éteignez les lumières et allons-y. Et là, si j'étais un youtubeur stylé, il y aurait une intro dédiée à ce type de vidéo là. Première histoire très courte. Baptiste vit à New York, il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Petit schéma à l'appui. Approximatif. Il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement. Mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez ? Le problème arrivé avec cette pièce, vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui, il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. On est à New York et à New York, il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu. Et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah tu passes devant la fenêtre des gens quoi. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour et surtout comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol et bref, elle a réussi, elle s'est démerdée, elle est là, on sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup, ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillante. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Ça y est, j'ai peur, c'est officiel. Les petits regards derrière. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça quoi. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalles de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde, qu'on se le dise. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qui se passait là d'où venait le bruit et il a vu une dalle se soulever, être décalée sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police et à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée, mais qu'il sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas. Donc ça se trouve, la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté. Yes! C'est bon, vous êtes prêts à passer aux vraies histoires terribles maintenant? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. On y va. Lucie a rencontré, comme beaucoup de filles, un mec sur Tinder qui lui plaît. Ils se sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun, ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder finalement. Tu te dis bon, on a quand même des connexions indirectes, donc logiquement je risque pas de me faire tuer par cette personne quoi. Si tu prends le cas extrême. Lucie explique qu'un soir elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un. Elle a donc appelé un Uber et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle Tim. Une fois sur place, ils ont commencé par discuter devant la maison ensemble et Lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai. Elle était ravie. N'est-ce pas trop parfait comme début d'histoire? Si! Elle lui a notamment parlé de ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché Tim étant donné que sa sœur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de Lucie. Ce détail a son importance. Ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant, première remarque de Lucie, la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais avec plein de trucs partout, très encombré. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez? Ils se sont posés dans le lit, ils ont parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle a aucune
aucune remarque spéciale à faire, à part que c'était un peu féminin comme déco, etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Mais alors, où ça cloche, Lucas? Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés sous le plancher de la maison. La nuit étant passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle a une sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de filles dans la penderie, elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors avec délicatesse si ils viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucie qu'elle lui rappelle énormément sa sœur, qu'il est vraiment amoureux d'elle. Là ça commence à être très creepy. Lucie explique qu'elle se sentait très triste pour lui, que ce mec là a dû traverser un truc terrible, mais qu'elle pouvait pas rester là quoi, qu'il fallait qu'elle s'en aille. C'était trop pour elle. Elle rentre chez elle et elle décide de pas couper les ponts, elle garde contact, y parle encore un petit peu. Et après quelques semaines, elle relance pour X raison l'application Find My Friends. C'est une application qui permet de géolocaliser tes amis. Elle lance l'appli, elle remarque un truc horrible. Sa location à elle a été partagée avec Tim la nuit où elle a dormi chez lui. Ce qui veut clairement dire que Tim, pendant qu'elle dormait, a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli. Elle a alors appelé Tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler, que ce genre de comportement c'est juste pas possible. Et c'est là que Tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire complètement culpabiliser, qui s'est mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça, c'est des bêtises, t'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment. What? Quel est le rapport? Alors voilà, c'était l'histoire de Lucie et de Tim, sacré prince charmant. Et c'était quoi cette odeur? Est-ce qu'il a buté son chat? Est-ce qu'il a séquestré on sait pas qui? Putain c'est glauque. On n'aura jamais la réponse et j'espère qu'on ne croisera jamais son chemin. Alors les amis, il est maintenant temps de passer à la troisième histoire, celle où il y a giga méga intrusion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mathilde, mariée à Valentin depuis plusieurs années. Rassurez-vous, Valentin est un homme charmant et très correct. Et le truc creepy ne vient pas de lui. Mathilde est tombée malade, genre une grosse maladie qui la cloue au lit. Et Valentin a voulu qu'elle prenne du repos pour se remettre de cette maladie. Ça rend toujours triste quand tu vois ton mec ou ta meuf qui est trop mal à cause d'une maladie. Tu lui souhaites le meilleur, tu veux qu'il se rétablisse, donc voilà, tu le pouponnes un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du comme quand t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin. Oh j'ai la flemme, je suis tellement bien. Ouais mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que j'y vais pas. Ouais mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal quoi. Donc je pense que c'est encore plus désagréable. Après je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien réveillée et elle se rend compte qu'il fait très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux et elle entend la porte d'entrée se fermer. Elle est donc contente parce qu'elle se dit putain je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool. Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toutes les lumières qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et il y a personne dans la maison. Elle check si la porte d'entrée verrouillée, bref tout va bien. J'ai peur, c'est ça va pas pardon. Elle sait que c'était pas un rêve donc elle envoie un message à Valentin pour lui dire putain j'ai peur, il s'est passé un truc bizarre. Peu de temps après Valentin rentre, elle lui explique de vive voix, il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde elle dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte, pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé comme vous le savez ça pleure et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir, Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal et elle ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là, au pied du lit, et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin, son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer. Mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui redemande donc d'aller lui chercher un verre d'eau. Et Valentin lui répond alors « Non, non, rendors-toi, j'aime bien te regarder dormir. » Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle.
Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille. Il court rejoindre Mathilde dans la chambre. Et malheureusement, le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police. Étant à l'étage, la chambre elle est quand même pas mal haute. Et ils ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref, il y a eu investigation et quelques années après, ça n'a toujours rien donné. Ils ont jamais retrouvé ce mec qui continue probablement à faire ça dans le quartier. En gros, Mathilde a rencontré un mec qui adore s'introduire chez les gens en cachette et regarder les femmes dormir. C'est bon pour vous? C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça? C'est horrible. C'est la fin les amis de ce 3e épisode des 3 histoires terrifiantes. J'espère que ça vous a plu. On en fait un tous les mois. Voilà, c'est le petit rythme qu'on a. Ça me plaît, ça me permet d'attendre qu'il y ait vraiment des histoires cool à raconter et pas des trucs pas ouf. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Un peu moins flippante, ne vous en faites pas. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une excellente nuit. Vraiment fermez bien les yeux. Regardez pas au pied de votre lit si vous vous réveillez en pleine nuit. Ne regardez pas. Est-ce que c'est pas le moment pour une petite vidéo thread là? Bah oui, allez on y va tout de suite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de thread. Mais pourquoi ça fait longtemps? Parce qu'il n'y a pas de thread incroyable ces derniers temps, on va pas se mentir hein. Aujourd'hui ça parle pas d'une histoire paranormale, d'un lieu hanté, de je sais pas quoi. Ça parle d'une putain d'enquête criminelle qu'un tweetos a menée seul. Lourd ou pas? Ah, ils sont pas chauds aujourd'hui. Il s'agit d'un thread espagnol. Décidément, les Espagnols, mec, sont hyper chauds en thread. C'est abusé, ils écrivent trop bien. Et comme à chaque fois, qui dit thread espagnol dit traduction par Lorraine. Merci Lorraine. J'adore ce petit running gag de remercier Lorraine. Alors que je la déteste dans la vraie vie. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais juste vous dire les 3 premiers tweets du thread et vous allez être à fond dedans, c'est incroyable. Tout commence quand sur Twitter, un utilisateur du nom de PlotTweet s'adresse à la police en disant qu'il vient de résoudre un crime à travers Twitter et qu'il demande qu'ils prennent ça très au sérieux. Il apporte une petite précision en précisant que le mec au milieu de la photo est décédé. Attention spoil, il s'appelle Georges. Voilà, petit spoil. Et que la ferme a été fermée comme un suicide alors qu'il s'agit d'un meurtre et qu'il peut le prouver. Deuxième précision, le tueur est sur la photo. Et ça y est, vous êtes à fond dedans et maintenant on est chaud. Allez c'est parti, on y va. Son enquête commence par une simple visite sur le Twitter de Georges. Surprise, sur cette page Twitter, peu de tweets et aucune photo. Et dans sa bio Twitter, petites infos importantes comme Georges A. Grâce aux initiales, PlotTweet il a réussi à trouver les événements racontés dans un article d'un journal de la région. Apparemment, Georges se serait suicidé par défenestration. Alors il est revenu sur la page Twitter de Georges et il a checké un peu tous les tweets qui s'y trouvaient à la recherche d'indices de quelque chose sur sa vie qui aurait pu le mener à suicide. Et il est tombé sur un tweet intéressant qui dit la chose suivante: parfois on s'aime pour rien, parfois on se blesse pour rien. Serais-tu en peine sentimentale, Georges? PlotTweet avance dans son enquête, il se dit putain mais Georges était peut-être en plein chagrin d'amour et peut-être que ça a quelque chose à voir avec les 2 autres mecs qui sont sur l'image. D'après la légende de la photo, elle aurait été prise quelques heures avant l'événement, donc le suicide de Georges, dans une discothèque dans le centre de Barcelone. Il est donc possible que l'élément déclencheur ait eu lieu à ce moment-là dans cette boîte de nuit avec ces 2 personnes sur la photo en plus de Georges. Georges semblait en plus traverser une période difficile de sa vie, il y a d'autres tweets qui indiquent qu'il était pas bien, notamment un juste avant d'aller dans cette fameuse boîte de nuit vers 3 h du matin et qui dit aucun désir, je vais essayer à nouveau, un dernier effort. Essayez quoi au juste? PlotTweet a ensuite vu que sur l'image, il y a quelqu'un qui était identifié et qu'il s'agit du garçon en rouge à gauche dans la photo. Il a donc pu se rendre sur son compte Twitter pour avoir plus d'infos sur ces gens et sur peut-être ce qui s'est passé lors de cette soirée. Mauvaise surprise, il n'y a pas de tweet sur son compte Twitter. Mais bonne nouvelle quand même, il avait rempli sa description de page Twitter et il y a une info, c'est qu'il est graphiste. Mais le gros truc louche surtout, c'est que Felipe et Georges ne se suivent pas sur Twitter. PlotTweet le dit lui-même, comment peut-on paraître autant amis sur une photo et pourtant ne pas du tout sembler l'être sur les réseaux sociaux? Il va donc se mettre à penser que peut-être y a-t-il entre ces 3 personnes un triangle amoureux. C'est possible, il y a de la jalousie, de l'amour, mais aussi de beaucoup de sentiments négatifs qui peuvent pousser à un suicide ou à un meurtre. Alors PlotTweet tourne un peu en rond, j'ai dit PlotTweet au moins 18 fois depuis le début de la vidéo, c'est insupportable. Et à force de regarder la photo qu'il a mis en fond d'écran sur son ordinateur, tellement il fait un blocage sur cette histoire, il remarque qu'il y a un truc bizarre avec le tatouage de Georges. Alors à première vue, il y a rien d'anormal, c'est juste un tatouage de kéké où il y a marqué liberté dans une typo dégueulasse. Pardon, si certains ont le même tatouage. Non, je suis autant, mais c'est vrai, merde quoi. Marqué Freedom en gros sur son bras, ça va 2 minutes. Mais là où il y a quelque chose de bizarre, c'est que quand on regarde le t-shirt de Felipe, qui est donc à gauche de l'image, on remarque facilement que les lettres sont à l'envers parce qu'ils sont face à un miroir et donc ça retourne l'image à l'horizontale. Un peu comme ça. Voilà, exactement comme ça. Mais du coup, pourquoi le tatouage, lui, n'est pas à l'envers? C'est chelou. Il devrait être comme ça sur la photo, il devrait pas être droit du tout. Ou alors, il a tatoué Freedom à l'envers, exprès pour qu'on puisse lire le mot uniquement quand il est devant un miroir. Bizarre, mais quitte à faire un tatouage de kéké, autant ajouter un truc original. Ah, pardon, je suis pas objectif. Quand on va sur le profil Twitter de Georges, on peut trouver une photo de son tatouage et on peut clairement voir que le Freedom n'est pas du tout marqué à l'envers. Une seule conclusion possible, la photo a été retouchée.
Eh, mais on avait pas une petite info là sur Ah, le graphiste! Si quelqu'un a retouché la photo, c'est forcément lui. Il est graphiste, il serait donc totalement capable de photoshopper une photo pour y ajouter un tatouage. Et autre information importante, c'est pas Felipe qui a posté la photo sur Twitter, mais c'est Luis, le mec de droite sur la photo. Ce qui veut dire que si la photo a été retouchée avant d'être publiée sur Twitter, Luis et Felipe sont complices. Plot twist met direct à imaginer des scénarios un peu macabres, des scénarios dans lesquels George se serait fait tuer par Luis ou Felipe, et Felipe et Luis s'arrangent pour publier une photo fake de eux en boîte avec George pour faire comme s'ils étaient très amis, et ce jusqu'à la veille du suicide de George. Il y a des gens dont on n'a pas parlé depuis le début de ce thread, c'est les gens qu'il y a dans le fond sur la photo. Ils étaient à cette soirée ce jour-là eux aussi, ils pourraient peut-être nous donner plus d'infos, comme par exemple confirmer le fait que la personne au milieu de la photo n'est pas George et que c'est bel et bien quelqu'un d'autre qu'on a photoshopé pour y ajouter le visage et le tatouage de George. Plot tweet a été très malin, la seule info qu'on peut avoir sur ces deux personnes, c'est sur la personne de droite, on voit un morceau de son t-shirt. Et en augmentant très fort la luminosité de l'image, on peut voir un petit motif apparaître qui correspond à celui d'un t-shirt Adidas. Vous savez le 3... plus simple. Il va donc fouiller les comptes Twitter de nos trois protagonistes dans l'espoir de trouver une autre photo sur laquelle il y aurait ce mec qu'on reconnaîtrait grâce à son t-shirt Adidas, en espérant qu'il soit identifié sur la photo et qu'on puisse donc le contacter grâce à son compte Twitter. Et bingo! Louis a aimé le tweet d'un gars qui postait juste une photo de lui et son t-shirt. Eh bah il y a clairement le logo Adidas dessus, donc c'est lui le putain de mec sur la photo et on a son compte Twitter, c'est magnifique. Notre enquêteur malgré lui décide de le contacter pour obtenir des informations. Salut, désolé de te déranger, on se connaît pas mais j'ai une question. Je suis une connaissance de George. Clairement un gros mytho, mais pourquoi pas, il mène son enquête, il a raison. Le garçon qui s'est donné la mort samedi matin, je connaissais pas énormément, de fait j'habite à Madrid, mais nous nous sommes déjà vus quelques fois, et j'essaie de récolter des infos car je tourne un peu en rond sur ce qui s'est passé. Ah putain, ouais je comprends, je suis très touché aussi. On se connaissait pas si bien que ça, c'était seulement un ami d'amis, mais je suis quand même choqué. Personne s'attendait à ça. Ce qui m'intrigue le plus, c'est pourquoi a-t-il commis une décision pareille juste après avoir pris cette photo avec Luis et Felipe. T'as une idée de ce qui a pu se passer entre eux? Comme je te l'ai dit, je les connais pas si bien que ça, mais je sais que Luis et George ont été ensemble pendant un temps. Oh! Mais ça fait genre plus d'1 an qu'ils se sont séparés. En fait je crois que Luis est avec Felipe maintenant. Oh! Mais ils doivent quand même être potes pour se prendre en photo comme ça, non? Tu te souviens de ce moment ou pas? Tu étais présent ce soir-là, c'est bien toi le garçon au fond de la photo. Putain, j'avais jamais vu cette photo, mais c'est bien moi. Je savais pas non plus que George était là dans la boîte. Mais en même temps, j'ai peu de souvenirs, j'avais un peu bu et j'étais fatigué à cette heure-là. Je me souviens plus de grand chose, mais je suis sûr que Carl pourra t'en dire un peu plus. C'est le mec qui est à côté de moi. Il a beaucoup moins bu que moi, donc il se souvient forcément de plus de trucs. Il a pas Twitter, mais je te laisse son numéro, tu peux le joindre sur WhatsApp. Attends! George était donc en couple avec Luis, mais maintenant Luis est en couple avec Felipe. Moi, si j'étais George, j'aurais un peu le seum. À en juger par les tweets de George, aucun désir, je vais essayer à nouveau. On en conclut qu'il s'est pas vraiment remis de sa rupture avec Luis et qu'il a donc logiquement le seum contre Felipe, le nouveau mec de Luis. Alors là on commence à accumuler beaucoup d'infos, donc plot tweet il est mignon, il nous met un petit schéma qui résume tout ce qu'on sait pour le moment. Le mec de gauche c'est Felipe, donc probablement celui qui a retouché la photo. Le mec du milieu c'est George, mais c'est du bullshit, on sait que c'est pas George et que son visage a été modifié. Le mec de droite c'est Luis, le mec qui a tweeté la photo. Derrière eux se trouve à gauche Carl et à droite Quim, le mec à qui on vient de parler. Et donc la seule piste qui nous reste actuellement, bah c'est de parler à Carl et lui demander s'il a vu George ou pas. Et ben plot tweet il perd pas de temps. Hello, désolé de te déranger, on se connaît pas, c'est Quim qui m'a donné ton numéro. Je suis une connaissance de George, le garçon qui est décédé samedi. Je le connaissais pas très bien mais on s'est vu plusieurs fois et j'ai besoin d'avoir des infos sur ce qui s'est passé. C'est pas toi la personne au fond sur cette photo? Si c'est moi, je me souviens bien de ce moment mais George n'était pas là. Elle sort d'où cette photo? Putain c'est dingue, elle vient du Twitter de Luis. Sérieusement je sais pas c'est quoi ce bordel mais je peux te jurer que George n'était pas là. Et boum! George n'est donc bel et bien jamais allé à cette putain de soirée. Où était George et pourquoi Felipe et Luis ont voulu faire croire qu'il était là en boîte avec eux? Là, notre Sherlock Holmes made in Espagne galère un peu et tourne en rond. Mais il y a un truc qui peut nous donner des infos et qu'on n'a pas relevé sur la photo. Attention, essayez de deviner. La montre de Felipe mon pote. La photo ayant été prise dans un miroir, il suffit de la retourner et ensuite on obtient l'heure exacte à laquelle la photo a été prise cette nuit là. Et c'est plutôt clair, à peu près 5h55. Les articles sur George disent qu'il est décédé à 5h30. Comment aurait-il pu être en boîte à 5h55? Ça confirme donc définitivement le fait que la personne au milieu de cette photo n'est pas George mais quelqu'un d'autre, à qui on a ajouté un tatouage sur le bras et à qui on a ajouté le visage de George. Mais alors à qui appartient ce corps putain? Un truc qui pourrait nous aider à savoir si le gars du milieu est complice, c'est est-ce qu'il a essayé de s'habiller comme George le jour de sa mort? Bingo, dans l'article qui parle du décès de George, il est bel et bien spécifié qu'il portait un polo noir, comme le mec de la photo au milieu. Ils ont donc vraiment voulu faire genre que c'était George sur la photo. Et là vous êtes en train de hurler devant vos écrans, vous vous dites mais c'est qui le mec au milieu? C'est qui? Alors on va recontacter Carl pour lui demander plus d'infos sur ce mec du milieu. Salut, désolé de te déranger encore une fois. Tu te souviens du mec avec qui ils ont pris la photo? Pas vraiment, je lui ai pas trop prêté d'attention mais je l'ai vu passer 2-3 fois. C'est un mec normal, du même âge que les deux autres. Et je l'ai pas vu de la soirée jusqu'à ce moment. Je me souviens d'une chose, il avait les yeux bleus et les cheveux bruns. Et je crois qu'il était étranger. Merci.
là une grosse interrogation dans l'histoire, c'est pourquoi ont-ils eu besoin de faire semblant que George est allé en boîte de nuit. L'une des raisons valables, ça aurait été de mettre des bâtons dans les roues aux policiers qui essaient de reconstruire le parcours de George les dernières heures avant sa mort. Dans le sens où ils vont croire qu'il est allé en boîte, ils vont demander à plein de gens de la boîte s'ils l'ont vu, etc. ou s'il a fait des trucs bizarres. Tous les gens de la boîte vont dire bah non, on l'a même pas vu, tu sais, on dansait, on avait la tête ailleurs. Et donc ça les mène à rien. Et là, Plot Twist a vraiment des compétences d'enquêteur qui dépassent complètement celles d'inspecteur Squeezie. Soyons francs. Pour lui, l'explication la plus logique, c'est que George se serait rendu à la maison du meurtrier, mais on a retrouvé George défenestré au pied de chez lui. Donc ça veut dire qu'ensuite le meurtrier serait allé avec George chez George. Après avoir buté George, le meurtrier serait dit putain, peut-être quelqu'un m'a vu ou entendu, je suis dans la merde. Alors il aurait appelé Luis et Felipe pour leur demander de l'aide. Et ils auraient donc monté ce petit délire de photos pour faire croire que George était en boîte. Luis et Felipe auraient un alibi de ouf puisqu'ils étaient vraiment à la boîte de nuit au moment où George est mort. Donc falsifier une photo pour eux c'était que dalle puisque leur alibi est béton, ils étaient vraiment pas avec George quand George est mort. Mais pourquoi Luis et Felipe auraient eu intérêt à coopérer avec ce mec dont on connaît pas le nom qui a buté George? Et le point le plus important, pourquoi George va dans la maison du meurtrier au lieu d'aller en boîte rejoindre Luis et essayer de le récupérer? Bah c'est évident. Parce que le meurtrier était le nouveau mec de Luis. Bingo! Notre ami Plot Twist est donc allé fouiller dans leurs abonnés sur leur compte Twitter et il a cherché un mec qui correspond aux caractéristiques que nous a donné notre ami Charles. Et bingo, il a trouvé qu'un seul utilisateur qui avait un nom étranger et c'est William. Et sur sa photo de profil, bah rebingo, il a bien les yeux bleus et les cheveux bruns. Et la petite étincelle dans le cerveau de notre Sherlock espagnol, il comprend tout. Luis, Felipe et William forment un tandem sentimental. C'est-à-dire que Felipe et William sont amoureux de Luis et que Luis est amoureux de Felipe et William. George se fait plaquer par Luis et Luis n'a pas un nouveau mec mais deux nouveaux mecs. La pire chose. George serait donc allé toquer chez William cette nuit-là pour lui dire de rester loin de Luis. La jalousie, on connaît bien tous. Mais bon, de là à ce que William réponde par le meurtre, c'est un peu violent, donc peut-être que George l'aurait menacé avec quelque chose. La théorie de Plot Twist, c'est que George aurait en sa possession des photos de son passé sexuel avec Luis et il aurait menacé William de les faire tourner si jamais il arrêtait pas de voir Luis. Ce qui aurait assez foutu la frousse et le seum à William pour être une grosse merde et tuer George. Et c'est comme ça que l'histoire prend fin. Bravo Plot Twist! Oh mais quel Sherlock! Dommage que tout ça soit faux. Les amis, arrêtez, je sais que vous avez le seum, mais vous savez que la plupart des threads que j'ai fait, c'est sur des trucs fake à 100%. Mais comme je l'ai déjà dit, on s'en fout que ce soit fake quand ça nous a bien diverti et que c'est bien écrit. Et là, je dis bravo parce que Plot Twist, il a géré, mec. En plus, petit succès déverrouillé pour lui, il y a le compte Twitter de la police espagnole, le vrai compte certifié, qui a répondu à son thread en disant: vos recherches ont confirmé le rapport de nos investigations. Si vous êtes victime de sextorsion, la police vous aidera. Ne cédez pas au chantage. C'est magnifique. Modesto Garcia est le créateur de ce thread, donc c'est Plot Twist. Et il a créé son thread dans le cadre d'un concours pour le festival Feria del Hilo, espagnol élevé de bonjour. Et il a gagné le concours et on comprend pourquoi son thread est fou. Et en plus, c'est trop bien parce que ça parle d'un sujet qui est beaucoup d'actualité, qui est l'échange de nudes, le chantage avec des photos sexuelles souvent de ses ex. Alors j'en profite aussi pour dire un mot là-dessus, même si le roi des rats a fait une vidéo que vous pouvez aller voir et qui parle de ça et qui est très intéressante et c'est horrible. Ne cédez jamais au chantage de photos sexuelles ou de vidéos sexuelles, de sextape ou je sais pas quoi. Il y a que les gros immenses fils de pute pour faire ça. Et je le sais, vous n'êtes pas des fils de pute, alors ne faites pas ça, c'est débile. Et si jamais quelqu'un vous menace avec ça, parlez-en à la police, faites quelque chose, mais ne vous laissez pas faire, il faut surtout pas rester dans le silence. Si vous avez des nudes de votre copain ou de votre copine, quand vous vous séparez, et ben vous les supprimez, vous les partagez pas, c'est complètement inadmissible de faire ça. Ça peut vraiment détruire des vies de faire ça, alors ne le faites pas. Et encore une fois, si vous êtes victime de ça, parlez-en à la police, c'est important. Voilà. Ah, je suis content, j'ai pu parler d'un sujet en plus dont je voulais parler là, et le thread c'était l'occasion d'en parler. Génial ce thread, du début à la fin. N'hésitez pas à aimer le thread si vous a plu, si vous en voulez d'autres, des différents, etc. Ça faisait longtemps, je suis heureux. Les amis, je suis récemment tombé sur un nouveau thread horrifique. Et cette fois, ce qui est flippant, c'est que ça pourrait tellement nous arriver à tous, c'est horrible. Est-ce que vous êtes prêts à ne pas dormir? Moi oui, alors on y va. Aujourd'hui on va parler de ce qui est arrivé à Ryan, alias Lust for Love sur Twitter. En août dernier, décidément c'est là où toutes les histoires d'horreur commencent apparemment. Le mois d'août, ne sortez pas de chez vous. Ryan s'est vu demander par son voisin de garder son chien pour la modique somme de 40 $ par jour. Ce qui est carrément cool. Vraiment. Il décide de partager la nouvelle à sa communauté en disant: putain, ma voisine m'a demandé de garder son chien la semaine prochaine, elle m'a dit qu'elle me donnerait 40 $ par jour et je dois le garder 5 jours. 3 jours plus tard, Ryan nous dit qu'il a rendu visite à sa voisine et qu'il a des trucs à nous dire. Premièrement, quand il est arrivé dans la maison de sa voisine, il faisait complètement noir. Alors qu'il était 19 h et en plein mois d'août, il fait pas nuit du tout à 19 h. Et quand il dit qu'il faisait complètement noir, c'est qu'il faisait complètement noir, on voyait que dalle dans la baraque. Apparemment, cette dame, elle a 40 ans et elle vit seule dans une maison
immense. Ryan nous indique qu'il a pas de problème avec ça, qu'il juge pas, mais c'est toujours effrayant de voir quelqu'un qui vit seul dans un endroit 10 fois trop grand pour lui. Non pas qu'on est jaloux ou quoi, mais on se dit putain, il vit seul là-dedans, ça lui fout pas le cafard. Ou alors ça se trouve il était pas seul et sa famille est morte. Il nous dit ensuite qu'il était un peu en flip parce qu'elle parlait d'une manière bizarre et dès qu'elle parlait, elle avait besoin de toucher des parties de son corps à Ryan. Très bizarre, très tactile la dame. Ryan nous cache pas qu'il passe un très mauvais moment quand il la rencontre, mais il se dit bah les couilles, c'est que pour 5 jours et je vais me faire de l'argent. Allez, on y va. La dame finit donc enfin par l'amener dans une pièce sombre dans laquelle se trouve le chien dans une petite cage. La dame lui dit alors de le garder dans la cage quand il s'en occupe et de le laisser sortir uniquement quand il a besoin de faire pipi. Et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un chien, il est pas fait pour être en cage dans une pièce sombre et humide. Tu le laisses gambader dans ton jardin, tu sais pas, un chien c'est un être vivant comme nous, il a besoin de kiffer sa vie un peu. Ouais, je passe un message, ouais, ok. Alors il continue de parler et la dame lui dit qu'elle a déjà dû faire appel à des gens pour s'occuper de son chien, mais que certains d'entre eux l'ont empoisonné et elle a donc dû s'occuper de leur cas. Des gens qui ont empoisonné son chien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À ce moment-là, Ryan se dit qu'il va laisser le boulot à quelqu'un d'autre, que c'est beaucoup trop glauque, beaucoup trop bizarre l'ambiance dans cette maison, comment elle est cette dame. Et puis au final, il pense à l'argent. Il se dit franchement, il y en a que pour 5 jours. Je vais m'occuper d'un chien qu'elle traite probablement comme une merde. Une fois le boulot terminé, je la reverrai plus jamais de ma vie. Bah les couilles, allez, j'y vais. Ryan rentre chez lui, on est le 15 août et il commence à garder le chien le 16 août. Donc le lendemain. Et il nous fait une petite blague et nous dit de pas nous inquiéter, qu'il réussira à trouver où elle cache les cadavres des gens qu'elle a tués. Bonne blague Ryan, bonne blague. Attends donc de passer la nuit seul dans cette maison. Nous sommes le 16 août, Ryan va chez sa voisine. Et il nous met ensuite une petite vidéo de lui qui marche dans la maison. Et effectivement, cette putain de maison, elle fout le cafard, mec. Quel cauchemar, putain. On croirait la maison dans Resident Evil 7, tu sais, où il se retrouve au milieu d'une famille glauque, quoi. Je suis sûr c'est cette maison là en fait qu'il y a dans le jeu. On va pas se mytho, c'est aussi la manière dont c'est filmé. Il est avec son téléphone en mode flash, ça rend tout glauque. Bref, il fait un petit tour dans les chambres, voir s'il y a personne. Il prend des petites photos pour nous montrer. Mais il met une vidéo d'un truc qui retient quand même son attention parce que c'est extrêmement glauque. Mec, pourquoi il y a une poupée assise sur une chaise qui regarde le lit? C'est probablement la même chaise d'ailleurs que celle où David s'assoit la nuit quand... Tout est glauque, regarde le matelas gros. Y a pas de drap dessus, c'est 2 matelas empilés. Même l'horloge et le tableau ils sont posés par terre sur la moquette, ils sont plus accrochés au mur mec, c'est trop bizarre. À ce moment là, tout le monde dit à Ryan de se barrer. Y a même une meuf qui dit tu peux vivre même sans les 200 $, mais tu ne peux pas vivre si tu n'es plus en vie. Cours. Elle a raison. Ryan continue de faire un petit tour de la maison, c'est normal, il va y dormir pendant 4 jours, il a plutôt intérêt à être au courant de ce qu'il y a dedans. Il nous dit que toutes les pièces de la maison sont ouvertes sauf une seule dont il n'a pas la clé. Selon lui, cette pièce mène au sous-sol. Sous-sol dans lequel se trouvent peut-être les gens que cette dame a tués, je sais pas. Ryan remarque aussi quelque chose d'autre, c'est que depuis qu'il est arrivé dans la maison, il y a un vieux poste radio qui fait du bruit, qui grésille. Comme si vous savez, elle l'avait mis entre 2 stations, donc il y a pas de musique, ça fait juste du bruit. C'est juste flippant gratuitement. Ryan prend une autre photo d'une des bibliothèques de la maison dans laquelle se trouvent beaucoup de livres de républicains extrémistes blancs. Ryan se dit que c'est bien le genre de personne qui serait capable de commettre des meurtres. Ryan nous envoie ensuite une vidéo dans laquelle il pense avoir entendu un bruit venant de derrière une porte. À vous d'en juger. Clairement là il faut partir en courant. Il faut arrêter de faire comme dans les films d'horreur là, quand le perso principal il entend du bruit, on sait clairement que c'est un esprit qui veut lui couper la tête, mais il y va quand même, on sait jamais. Mais part en courant. Putain ça m'énerve ça. Quelqu'un lui répond en disant n'ouvre pas la porte tant que tu n'es pas absolument certain que c'est une personne réelle derrière et pas un esprit. Et un autre mec lui dit mais ils traversent les murs les esprits putain. Je trouve ça drôle, désolé ça me fait du bien, ça me fait décompresser là de cette histoire de merde encore d'horreur là. Ryan nous dit ensuite que l'un de ses followers a remarqué un truc bizarre avec la poupée sur la vidéo qu'il a mise, alors il décide de retourner pour checker de ses propres yeux. Ryan poste alors une vidéo en disant qu'il était en chemin pour la pièce où il y a la putain de poupée de ses morts et il a entendu un bruit venir du plafond, plus précisément venir de la ventilation. Mais arrête, fuis gros. Et le chien dans l'histoire gros. T'es là pour t'occuper du chien mec, t'es même pas avec lui. Non mais c'est vrai ou pas? Ryan nous dit qu'il a une nouvelle fois entendu un bruit venir de la porte d'entrée de la maison et il décide de prendre une vidéo à travers l'œil de la porte pour nous prouver qu'il y a bien personne devant la putain de maison. Putain, je deviens parano avec ces vidéos là. Le chien a envie d'aller dehors pour faire ses besoins, mais Ryan nous dit qu'il a trop peur d'ouvrir n'importe quelle porte de la maison, y compris la porte d'entrée, donc ça va attendre. On peut clairement le comprendre, on ferait la même dans sa situation, mec. Franchement, le chien, je le mets dans l'évier ou au-dessus des toilettes, tu vas te démerder, tu vas apprendre à faire pipi comme un humain pendant 5 jours. Voilà, après je me casse, c'est bon. Non, vraiment, c'est chaud. Ryan fait alors une autre découverte. Il se trouve que sous l'un des lits dans une pièce, il y a des putains de clous. Oh, elle montait un meuble Ikea, elle a fait tomber quelques outils, elle a pas fait gaffe. J'espère. Ryan, pourquoi tu ne pars pas en courant? Mais explique-nous. Ah, tu n'as pas de jambes. Ah bah il fallait le dire. 18 minutes après, qui paraissent une éternité pour les gens qui suivaient le thread en direct, Ryan donne des nouvelles. Il dit qu'il est toujours vivant et que quelque chose est arrivé. Il dit qu'il a entendu quelque chose tomber par terre dans la pièce où se trouve la poupée. Il nous rappelle qu'il n'a touché à rien dans cette pièce, qu'il n'a bougé aucun objet. Il décide alors, plutôt que de rentrer chez sa mère en chialant en appelant la police, de retourner dans la pièce où il y a la poupée pour voir ce qui s'est passé. Vidéo.
Vous l'avez vu ou pas? Regardez bien par rapport à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, un truc a changé. La tête de la poupée a bougé. Cette salope de poupée a bougé. C'est horrible. Un des followers de Ryan a une bonne idée en lui demandant de regarder dans les étagères où il y a des bouquins s'il y a un bouquin sur le paranormal. Peut-être que ça pourrait indiquer que la propriétaire de la maison, elle fait des trucs un peu bizarres, des rites ou on sait pas trop quoi. Et ça pourrait expliquer ces phénomènes, paranormaux ou pas, que pour l'instant Ryan n'arrive pas à expliquer lui-même. Et devinez quoi? Il en trouve un. Et il nous envoie une petite photo de ce bouquin. Ryan se rend compte qu'il est seulement minuit, alors qu'il a l'impression que ça fait 6 heures qu'il est dans cette putain de maison. Il dit alors qu'il veut pas être comme la fille qui meurt dans tous les films d'horreur, mais il demande aux gens s'il doit rester ou pas pendant l'heure la plus flippante qui est de minuit à 1h du mat. Il se met alors à revoir des tas de messages de gens qui lui disent: mec, prends tes clics et tes claques, le chien, et fuis. Et certains de ces messages le font vraiment flipper, notamment un mec qui lui indique s'y connaître pas mal en tout ce qui est sorcellerie et paranormal, et que mettre des clous sous son espace de vie intime peut vouloir dire plusieurs choses. Soit que la personne essaye de repousser quelque chose de sérieux et d'agressif, ou alors qu'il y a des zones maudites dans la maison. Ryan décide alors de se barrer de la maison. On ne sait pas s'il a pris chien ou pas, on ne sait pas si tout ça est vrai, mais putain ce que c'est flippant. Les amis, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous voulez dormir. Je suis un escroc. Je trouve ce thread génial parce que ça peut tellement nous arriver de les jobs d'été où tu dois garder un enfant, tu dois garder un chien, bref tu dois aller dans un autre endroit, une autre maison, et tu découvres les lieux, et tu découvres avec les lieux des trucs qui sont un peu bizarres, qui font que t'es pas très serein quand même. Et puis tout part en vrille, et en plus à cela s'ajoute la paranoïa, et c'est terrible quoi. Dans ces situations tu deviens parano de fou mec. T'as plus aucune objectivité, pour toi tout te veut du mal et tout est vilain. J'espère que ça vous aura plu, c'est un peu différent des deux threads qu'on avait déjà fait, mais j'aime bien varier un petit peu les plaisirs si je puis dire. Dans celui-là ce que j'aime bien c'est qu'on n'a pas la fin, le mec est pas allé jusqu'au bout, il est pas resté, et c'est cool. Il a pas été le personnage héroïque d'un film d'horreur qui est con et qui meurt. Ça fait plaisir, on peut être que content pour Ryan. Selon vous, qu'est-ce qu'il y avait dans cette putain de maison mec? Moi je trouve juste que l'histoire de la poupée c'est trop flippant. Ryan il a jamais dit si tout ça était fake ou pas, mais en tout cas ça a l'air tellement vrai, ça a l'air encore plus vrai que les deux autres threads, je trouve c'est horrible. Du coup c'est un peu moins flippant, mais comme ça a l'air grave vrai, bah c'est plus flippant en fait au final. Voilà. Il y a 7 mois sur Twitter, un utilisateur a fait le buzz avec un thread qui comporte à l'heure actuelle plus de 400 tweets. Oui, laissez-moi vous donner son nom. Adam Ellis. Tout a commencé le 7 août dernier lorsque Adam Ellis, je vais m'asseoir c'est horrible, a publié le tweet suivant: bon, mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant mort et il essaye de me tuer. Je vais tourner toutes mes vidéos comme ça, ce plan est génial. À ce moment précis, le cerveau des humains qui ont lu ce tweet a fait un looping dans la boîte crânienne, pour de vrai, hein, exactement comme ça. Parce que le paranormal, c'est un truc passionnant, on y croit pas, mais on a tous envie d'y croire quand même. Le même jour, il publie un deuxième tweet qui dit: il a commencé à apparaître dans mes rêves, mais je pense qu'il est maintenant passé dans le monde réel. Oh, ça commence si bien. En 2 tweets, tout le monde veut savoir la suite. C'est incroyable, le gars il est trop fort. Il nous dit que la première fois qu'il a vu cet enfant, c'était lors d'une paralysie du sommeil, ce genre de truc qu'on peut avoir la nuit et qui fait bien bader, comme les terreurs nocturnes aussi, c'est terrifiant, c'est horrible. Il était en paralysie du sommeil et il a vu un enfant assis dans la chaise qui se trouvait au pied de son lit. Quoi de mieux pour commencer à vivre un enfer que cette situation? Je ne sais pas. Il dessine des BD, ce gars, des straps, il en publie d'ailleurs, il publie des pages sur Instagram. Il nous donne ensuite une info importante sur le physique de cet enfant, à savoir il lui manquait une partie du crâne, une grosse déformation d'un côté du crâne. Pour notre plus grand plaisir, du coup on a pu voir en moindre détail la tête de cet enfant ignoble. L'enfant le fixait lorsque d'un coup, il s'est levé et il s'est rapproché du bord du lit. Et juste avant qu'il atteigne le bord du lit, notre ami Adam s'est réveillé en hurlant ses grands morts. Et on aurait fait la même, alors le jugez pas, ok? Quelques nuits plus tard, Adam refait un rêve dans lequel il est dans une librairie, il y a une fille qui lui dit: hey, vous avez rencontré Dear David? Ce à quoi elle répond: qui ça? Il est mort, il apparaît seulement à minuit, et vous pouvez lui poser 2 questions si vous commencez par Dear David, qui veut dire cher David, mais n'osez jamais lui poser une 3e question, ou il vous tuera. Alors là on connaît bien le coup du minuit, gna gna gna, dame blanche, dame blanche, dame blanche, gna gna. Wow! Sachez-le, toutes les histoires qui commencent par à minuit pile sont fausses, elles sont toutes fausses. Je l'ai fait moi Dame Blanche, ok? J'étais en sueur de mon pyjama mec, j'ai failli me pisser dessus, il s'est rien passé. Après peut-être mon charisme imposant a fait fuir Dame Blanche, faut dire ce qui est bon. Là notre cher Adam nous dit qu'il se chiait dessus, qu'avoir 2 rêves qui parlent de la même chose, effectivement c'est assez flippant. C'est sûrement arrivé déjà à pas mal de gens d'entre vous quand t'as des cauchemars qui sont reliés les uns aux autres, qui se suivent alors que c'est pas la même nuit. Ça fait vraiment flipper parce qu'on a l'impression que c'est très réel. Il nous dit ensuite que plusieurs semaines sont passées sans qu'il ait de nouvelles de David. Oh, c'est pas plus mal hein, vu sa gueule, je suis désolé, personne n'a envie de revoir cette personne, bon. Jusqu'à un jour où David apparaît de nouveau dans un rêve de Adam. Dans la même situation, le putain de David est assis dans la chaise au pied de son lit et il fixe Adam. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ce genre de rêve, mais moi j'ai des potes qui ont déjà fait ce genre de rêve où il y a un truc au bout de leur lit qui les fixe. Et moi-même quand j'étais petit j'ai fait ce genre de rêve, donc rien d'alarmant pour le moment. C'est alors qu'Adam se souvient de ce que la fille de la librairie lui avait dit et il lui demande alors: Dear David, comment es-tu mort? David répond alors: un accident dans un magasin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? Quelqu'un a poussé une étagère sur ma tête. Ouais, je lui invente une voix, ouais. Adam se chie dessus dans son lit et il lui demande: qui a poussé l'étagère?
Adam, t'es con ou quoi? Elle t'a dit la meuf de la librairie, 2 pas 3, et toi t'en poses 3, il est con. David ne répond pas. Adam réalise qu'il venait de lui poser une 3ème question, ce qu'il n'était pas censé faire. Il se réveille alors complètement terrorisé. Eh franchement, on a envie d'y croire à cette histoire, c'est génial. À partir de là, Adam il a un bon réflexe, il veut savoir si c'est la réalité ou pas cette histoire, donc il va enquêter sur Google. Il va chercher des trucs à propos d'un enfant qui serait mort dans un accident dans un magasin. Et Adam déménage dans l'appartement qui est juste au-dessus du sien parce qu'il est plus grand que le sien et il y a personne dedans, donc il se dit putain le bon move, j'y vais. À partir de là, il y a 2 mois qui passent sans aucune nouvelle de notre très cher David et son morceau de crâne en moins. Donc Adam se dit qu'en fait en déménageant, David il a pas réussi à retrouver Adam. Alors qu'il fallait juste qu'il regarde à l'étage d'au-dessus, ça me paraît bizarre quand même. Ah mais c'est parce qu'il lui manque un morceau de crâne. Il est moins malin du coup. Pardon, excusez-moi, je nique le suspense. Mais j'adore faire des blagues pour désamorcer parce qu'au fond là j'ai très peur. J'ai pas envie de voir David dans mes rêves cette nuit vraiment. Et là, il se passe un truc bizarre. Pendant 4 nuits d'affilée, les 2 chats de Adam se mettent devant sa porte d'entrée et regardent quelque chose en dessous, comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Il est gentil, nous partage même une petite vidéo de cette situation qui est un peu glauque quand même. Il est donc quasi sûr que David a réussi à le retrouver. Il lui aura fallu des mois pour juste monter des marches. David quand même fait un effort. Et à partir de là, Adam ne donne plus de nouvelles. Pendant 48 heures, mais oui on continue. Adam n'ayant pas le courage d'ouvrir la porte, il a raison. Moi j'appelle la police immédiatement. Adam décide de prendre 2 photos, l'une à travers l'œillère de la porte et l'autre après avoir ouvert la porte. Et en regardant ces 2 photos, il a l'impression de voir sur celle à travers l'œillère quelque chose. Et effectivement Adam, il y a un peu de poussière sur ton œillère, tu devrais la nettoyer légèrement. À partir de là, Adam, il reverrouille sa porte à balles, il saute dans son lit, il se chie dessus, il a raison. Et il publie une photo de son chat qui attend toujours devant cette porte d'entrée. Et j'avoue qu'à sa place, j'aurais peur. En plus, j'ai des animaux, vous savez, tous ceux qui ont des chats là. Vous savez que des fois, nos chats, ils font des faces bizarres. Et on se dit, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. T'imagines là, quand il fait ça, ton chat? C'est horrible. Et c'est là où ça devient glauque, je trouve, c'est que Adam, il commence à s'habituer à ça. Et il publie régulièrement des photos de ses chats qui sont devant sa porte d'entrée. Et ça arrive tout le temps vers le milieu de la nuit. Il publie une autre vidéo, il dit, voilà, comme d'hab, quelques minutes avant minuit, comme à chaque fois. Genre, ça devient normal, quoi. Les objets ils pourraient bouger, il ferait ouais c'est normal, un fantôme. Et c'est là où ça devient flippant, c'est quand ce qui n'est pas normal devient normal pour le mec parce qu'il se rend plus compte du truc. Là Adam fait alors un move désespéré, il met du putain de sel devant sa porte d'entrée en mode ça éloigne les mauvais esprits. Quelques jours plus tard Adam il a une trop bonne idée, il télécharge une application qui dès qu'il y a du son ça enregistre. Voilà, je peux pas mieux l'expliquer. Le matin il se lève et il voit que dans l'application il y a 33 enregistrements, ce qui veut dire que dans la nuit il y a eu 33 fois du bruit chez lui. Il nous dit que la plupart d'entre eux sont vagues, il y en a quelques-uns c'est aussi le bruit des voitures qui passent, mais il y en a 3 qui ont marqué son attention. Rien d'alarmant le deuxième. Ok, un petit bruit électrique, ça peut arriver aussi. Bon, avec toute l'électronique qu'on a chez nous, c'est totalement envisageable. Et un autre boom. Rien de ouf, je vous invite à ne pas télécharger ce genre d'application parce que vous allez devenir parano. Il y a vraiment beaucoup de bruit la nuit, surtout si vous avez des animaux chez vous. Faut pas être parano, c'est normal. Moi des fois, mec, il y a des trucs qui tombent, ça fait v'là du bruit. Mais c'est toujours soit Natsu, soit mes chats. Ce qui est dur dans cette situation, c'est de ne pas devenir parano, c'est très important. Adam part en week-end pour se vider un peu la tête, loin de David, il a bien raison. Il achète là-bas un Polaroid pour prendre des petites photos souvenirs de ses vacances et en rentrant, il décide de faire un tour de son appartement avec cet appareil. Il nous montre les photos, il dit voilà ma porte d'entrée, mon joli mur jaune, de l'autre côté mon lit avec la fameuse chaise verte qu'aime bien David. Puis il décide d'ouvrir sa porte d'entrée et de prendre une photo et la photo apparaît complètement noire. Adam, peut-être fallait-il allumer la lumière. Ça ne prend pas de photo dans le noir, c'est pas ton iPhone. Et puis là, les trucs étranges s'enchaînent. Le fameux son électrique qu'on a écouté tout à l'heure, il apparaît toutes les nuits autour de 3 heures. Sauf qu'au lieu de durer 20 secondes, il dure 5 minutes maintenant à chaque fois. Un matin, il se réveille avec l'impression que tout son appartement tremble, comme un petit tremblement de terre. Bref, là, Adam, il commence vraiment à être mal. Tout le monde lui dit, mec, quitte l'endroit, arrête tout, arrête tes conneries. Sauf qu'Adam, il se dit, bah ouais, mais le truc va peut-être me suivre, ça sert à rien. Adam nous dit le 22 août que le vendredi soir, il s'est endormi très tôt. Il était très crevé, sans aucune raison apparente. Il a alors rêvé de David qui le prenait par le bras et l'emmenait dans un vieil entrepôt abandonné. Au réveil, il comprenait pas trop pourquoi il avait pas eu peur de David et pourquoi David avait réussi à l'emmener là-bas alors que ça fait des jours qu'Adam il a peur de lui. Mais il se dit bon ça reste un rêve, tout est possible dans un rêve, on s'en fout. Et là il va se doucher et qu'est-ce qu'il voit sur son bras? Il voit une trace rouge. Et ça, cette mécanique là elle est utilisée dans beaucoup de films d'horreur. Tu rêves d'un truc, il y a un contact physique dans le rêve et au réveil il y a une trace de ce contact physique qui t'indique qu'il y a donc vraiment eu un truc dans le monde réel. Adam part bientôt en vacances au Japon, il décide alors d'acheter une caméra à mettre chez lui pour qu'il puisse checker à distance s'il se passe des trucs bizarres. Il y a une application qui est reliée à cette caméra et ça lui enverra une notification s'il y a du mouvement ou du bruit chez lui. Il reçoit des notifications lui disant qu'il y a eu du mouvement, dès qu'il regarde c'est ses chats qui passent devant. C'est l'horreur ces caméras, l'achetez pas quoi. Autant jamais le savoir quoi. Mais à un moment ses chats ne passent pas devant. Alors il regarde la vidéo, il la re-regarde et regardez bien la chaise.
Plus tard, pareil, il reçoit une notification de sa caméra, c'est une vidéo de ses chats, il la regarde quand même et il voit son chat sauter sur un truc invisible. Alors, autant les autres trucs, tu fais waouh, autant là, mec, vraiment les chats ils voient des choses quoi. Je te jure, ils voient des choses. Leur cerveau leur envoie un signal d'un truc qui n'existe pas en disant regarde, il y a un truc là alors qu'il n'y a rien. Mais la vidéo d'après est flippante puisque c'est son putain de chat debout sur son canapé qui regarde dans le vide. Mec, là j'avoue, c'est un peu rare. Il rentre chez lui, il retrouve ses chats et là ça part en couille sa mère. Il entend du bruit venir de l'autre côté de sa putain de porte. Il reprend une photo dans l'œillère et cette fois, il voit ça, ce qui pense être une oreille avec juste à côté un œil. Oh, putain de sa mère. Il se passe pas mal de trucs et là Adam rêve de David et c'est exactement comme la première fois où il est arrivé de lui. Il est assis dans cette chaise en face de lui, il le fixe. Il sait que c'est un rêve mais il décide de prendre son téléphone qui est dans le lit avec lui et de prendre des photos. Il a fait ça parce que dans la panique il s'est dit ça y est David il va me buter, je veux qu'il y ait des preuves dans mon téléphone que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Cette fois David l'atteint, il met son visage juste au-dessus du sien, ses yeux deviennent blancs, il dit un truc incompréhensible, puis il est debout sur le lit de Adam. Et Adam se réveille dans la panique sa mère et il n'y a aucune trace de David. Adam en se réveillant va au travail et à un moment il se souvient du rêve, il se souvient qu'il a pris des photos cette fois dans le rêve et il décide d'aller voir dans la pellicule de son téléphone. Et là... God damn it! Il existe ce fils de pute! Les amis, c'est la fin de l'histoire de Adam et de Dear David. On sait toujours pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on pense que c'est une histoire créée de toutes pièces. Et c'est pas plus mal parce que franchement l'histoire elle est chambée pour une fois. On n'a pas envie de niquer le mec parce qu'il a fait un fake. Au contraire, juste de lui dire mec c'est trop bien, peu importe que ce soit fake ou pas. On sait qu'il est illustrateur et cartooniste donc il sait créer des histoires, il a l'habitude de ça. Il s'agit là d'un bon gros coup de com' pour lui. En tout cas ça a marché, ça a fait un buzz total et je trouve que c'est tellement bien géré. Et en plus quand moi là je vous fais le débrief après coup, mais quand tu suis l'histoire en direct c'est fantastique. Bref voilà, j'avais juste envie de vous raconter cette petite histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et peut-être que s'il y a d'autres histoires comme ça un jour qui voient le jour, des creepypastas de ce genre là sur le net, et ben je vous ferai les vidéos mais en direct pendant que ça se passe. J'espère que vous allez passer une très bonne nuit. Et si vous venez de mater cette vidéo avant de dormir, bonne chance. Poussez toute chaise se trouvant au bout de votre lit, allez la foutre dans la chambre de votre petite soeur ou petit frère. Alors l'été dernier, en août 2017, Manuel Bartual décide de partir en vacances quelques jours dans un hôtel juste à côté de la plage. Tout était magnifique, il a même mis une petite photo de l'endroit où il passait ses vacances. C'est merveilleux, c'est tout ce qu'on aime et bientôt vous y serez peut-être. En tout cas je vous le souhaite. Il était tranquillement en train de lire sur la terrasse de sa chambre d'hôtel lorsque d'un coup sa porte de chambre s'ouvre et quelqu'un rentre. Inutile de préciser que Manuel était en vacances seul. Pour décompresser un petit peu de la vie, il était solo. Alors il se dit putain, c'est sûrement quelqu'un du room service ou qui veut changer les draps ou quoi, et j'ai oublié de mettre le truc ne pas déranger, bon c'est ma faute. Mais pas du tout, en allant dans sa chambre il découvre un homme fin et grand qui arpente la pièce. Là ça commence à faire peur, je vous l'accorde. Manuel est un peu rassuré parce que le mec n'a pas l'air agressif, il a juste l'air paumé, genre il sait pas où il est du tout. Alors Manuel s'approche de lui pour lui parler et là il lui chope le bras. Manuel sursaute et le gars se met à lui parler très vite, mais ce qu'il dit c'est totalement incompréhensible. Je n'aime pas vraiment parler de ces catégories arbitraires. Oh j'étais bien là. Oh j'ai peur d'un coup, fils de pute de Siri qui s'active tout seul. Au début Manuel pensait qu'il parlait dans une autre langue, mais petit à petit il se met à reconnaître des mots. Et en fait c'est juste que le gars ne parlait pas avec les mots dans le bon ordre. On aurait dit qu'il zappait un mot sur deux et qu'il mixait des phrases. C'était très bizarre sa manière de parler. Le mec regarde derrière lui et puis part. Et Manu réalise que le gars il avait une carte de chambre d'hôtel, donc probablement une carte qui pouvait ouvrir la chambre de Manu. Ce qui est terrifiant. T'as vraiment pas envie que des inconnus aient une carte qui ouvre ta chambre d'hôtel quand t'es à l'hôtel, on est d'accord. Là Manu a un réflexe très humain, il verrouille sa porte, il se pose sur le canapé en mode putain qu'est-ce qui vient de m'arriver. Tu sais c'est choquant quand ça t'arrive un truc comme ça. Et il fonce à l'accueil de l'hôtel pour dire putain il y a un mec qui a accès à ma chambre. C'est quoi ce bordel? Il leur dit qu'à son avis c'est probablement l'ancien locataire de cette chambre là et qu'ils ont oublié de rendre inefficace sa carte. Tu sais c'est un système magnétique que tu pilotes par ordinateur. Que tu pilotes. Je suis vieux, c'est bon, c'est officiel. L'hôtel ça leur paraît bizarre quand même, c'est pas un truc que t'oublies, c'est limite le premier truc que tu fais quand quelqu'un fait le check-out en partant de l'hôtel. Alors il se met à décrire l'homme, il lui dit voilà il est grand, il est fin, il a des cheveux courts. Et la meuf de l'accueil dit à Manu de regarder derrière lui parce que le mec était juste là en fait. Donc tout le monde fait un petit rire nerveux et réinitialise les cartes comme ça, il y a que la chambre de Manu qui ouvre la chambre de Manu et c'est très bien comme ça. Et l'histoire finit bien. Pour le moment on est bien. On est bien, je vous dis vous allez dormir cette nuit, faites-moi confiance. Manu nous dit aussi qu'il y a un deuxième truc bizarre qui lui est arrivé dans la journée, il a perdu un t-shirt. Voilà, ça le fait chier. Il nous met une petite photo du t-shirt. C'est pas si terrible qu'il ait perdu vu le t-shirt, mais ça c'est les goûts vestimentaires, c'est autre chose. C'est l'après-midi, Manu descend pour manger et là, il voit le fameux mec qui était entré dans sa chambre à quelques tables de lui au réfectoire. Au self. Je suis bloqué au lycée, c'est fou. Pour que ce soit bien compréhensible et plus simple à raconter, on va l'appeler Martin, cet homme. En passant devant Martin, Martin le salue et s'excuse devant lui. Et cette fois, il parle clairement, avec chaque mot parfaitement dans l'ordre, contrairement à dans la chambre. En gros, il s'excuse d'être allé dans la mauvaise chambre, il s'est trompé, il est dans une autre chambre et ça lui fait chier d'avoir fait peur à notre ami Manu. Donc il s'excuse. C'est un homme gentil. Et le mec il arrête pas de dire à Manu t'inquiète tout va bien avec un petit sourire bizarre sur son visage. Il en fait des caisses le gars et ce petit sourire ça met vraiment mal à l'aise Manu. Il avait limite plus peur à ce moment là que quand le mec est rentré dans sa chambre. Manu prend ses couilles à deux mains et prend une photo de lui de loin et le gars ressemble à ça.
Ouais, là, y'a rien qui fait peur, c'est un mec quoi. C'est vraiment un mec qui a les cheveux courts et qui est en vacances. Manu, il passe la matinée sur la plage et en rentrant dans sa chambre, il trouve par terre un petit crayon de papier qui apparemment est un peu usé. C'est-à-dire qu'on a écrit avec. Alors il se dit que c'est sûrement quelqu'un de l'hôtel qui est venu changer les draps et qui a fait tomber ça sans faire exprès. Mais après ce qui s'est passé la veille avec notre ami Martin, il se chie un peu dessus Manu. Manu décide alors d'aller marcher et il donne pas de nouvelles avant le soir où il nous dit qu'il marchait sur la plage et qu'il a décidé d'aller sur un ponton où il y a toujours plein de gens qui prennent des photos. Il décide d'aller au bout du ponton et en regardant derrière lui, qu'est-ce qu'il voit? Des gens, parmi lesquels se trouve Martin. On voit pas clairement à cause du contre-jour, mais Manu nous dit qu'il est certain que c'était Martin avec un autre homme qui était en train de l'observer. C'est glauque! Il décide alors d'aller les voir et au moment où il se met à marcher vers eux, ils font demi-tour et ils partent. Ce qui lui fait le plus peur, c'est que l'homme qui a accompagné Martin, il portait le t-shirt que Manu a perdu la veille. Et n'avait donc aucun style puisque ce t-shirt est dégueulasse. Il revient et nous donne des nouvelles en nous disant que il trouve qu'il a un peu paniqué, que ça se trouve Martin c'était pas du tout l'un des deux mecs qui était sur le pont, que l'autre c'était juste un hasard qu'il ait le même t-shirt. Bref, il rationalise le truc parce que ça fait 4 jours qu'il lui est rien arrivé, donc il commence à être un peu en confiance. Il décide alors d'aller se détendre en nageant à la plage et à son retour, il nous dit qu'il s'est passé un truc. Il dit qu'en sortant de l'eau, il est tombé sur un mec qui portait le même t-shirt que celui qu'il a perdu. Et il a l'impression de reconnaître cette personne puisqu'il pense que c'est celle qui accompagnait Martin sur le ponton. Il décide alors de le prendre en photo à 2 reprises. Il finit de manger, il paye, il quitte le bar. Manu prend vraiment en filature notre ami inconnu. Il le suit jusqu'au supermarché dans lequel il se rend. Et là, Manu pète un câble, il prend une vidéo du mec et il se trouve que le mec a exactement la même gueule que Manu. Pour nous aider, Manu il met une photo de lui juste derrière. Et effectivement, c'est troublant, il se ressemble énormément. Il perd sa trace en sortant du supermarché et il est vraiment choqué le Manu parce que la zone elle est toute petite. Il y a genre un bar, un restaurant, l'hôtel, la plage et il y a pas grand chose à faire à côté. Il nous dit que ce mec là sa journée c'était aller à la plage. Juste derrière on l'a vu, il a commandé un burger et un soda et juste derrière il est allé acheter de l'eau à un supermarché. Et ce qui a énormément stressé Manu, c'est que c'est exactement ce que Manu a fait le premier jour où il est arrivé là, dans le même ordre. Manu rentre à l'hôtel et il y a cette histoire de crayon de papier qui le stresse. Il a retrouvé ça au milieu de sa salle de bain, il sait toujours pas ce que ça foutait là, qui l'a mis là. Alors Manu il se met à chercher où le gars aurait pu écrire et il trouve alors, sur du PQ, oui c'est drôle, sauf que Manu il rigole pas trop parce que ça montre qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu dans sa chambre et qui a marqué un putain de truc. Et Manu dit un truc très vrai, il dit si quelqu'un voulait me dire quelque chose et qu'il voulait qu'il y ait que moi qui le lise, y a aucun meilleur endroit que marquer ça dans le rouleau de PQ. Mais c'est vrai. Alors Manu déroule complètement le rouleau au cas où et s'aperçoit qu'il y a des mots marqués sur chaque feuille. Il place les mots dans un ordre qui veut dire à peu près quelque chose selon lui, mais il demande de l'aide aux gens parce que c'est bizarre. Ça lui rappelle la manière dont le gars qui est venu dans sa chambre lui a parlé. Alors sa communauté l'aide à résoudre ce putain de mystère du PQ. Et même s'il y a des mots qui peuvent être changés et ça garde du sens, globalement la phrase c'est ça. Tu es en danger, il n'y a plus aucun espoir pour moi mais tu peux encore te sauver. Va dans l'autre chambre et ne la quitte plus, ce n'est pas une blague. Putain, le coup de pression, sa mère! Le message, c'est vraiment un putain d'avertissement. Alors, ça le stresse parce que dans le meilleur des cas, c'est une prank très élaborée d'un mec. Et c'est très traumatisant de se dire putain, quelqu'un est entré dans ma chambre et a écrit ça pour me faire peur, me faire un canular. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui veut m'avertir d'un truc et c'est encore pire. Donc, notre Manu là, il est en PLS, vraiment. Manu se met alors à penser qu'il y a 2 Martin. Pourquoi il pense ça alors que c'est la même personne physiquement? Parce qu'elle parlait tellement différemment quand il l'a vu dans sa chambre par rapport à quand il l'a vu au breakfast qu'il est convaincu que c'est pas la même personne. Sa chambre étant 328, il se dit que la seule autre chambre qu'on peut faire avec les numéros 3, 2 et 8, ce serait la chambre 238. C'est la seule possibilité puisque dans l'hôtel, il n'y a pas de chambre 800 et quelques. Manu prend alors son courage à 2 mains, il décide d'appeler cette chambre et une femme décroche et parle en allemand. Allô? Et il pense alors que c'est une fausse piste et que ça doit être une autre chambre dont le message parlait. Manuel va se coucher, le lendemain matin il va se balader, l'après-midi il reste dans sa chambre se reposer, repenser à tout ça, ça le stresse beaucoup. Il nous explique que sa chambre a vue sur l'une des 2 piscines de l'hôtel et il dit un truc flippant, il dit qu'il est convaincu d'avoir vu l'autre Manuel l'observer depuis la piscine. Ce qu'il appelle l'autre Manuel, c'est le mec qu'il a suivi jusqu'au supermarché plus tôt auparavant et qui lui ressemble énormément. Il décide de prendre une vidéo pour nous montrer ça et il prend soin d'éteindre la lumière de sa chambre avant pour pas que l'autre Manuel le voie. C'est flippant. Manu se précipite sur son téléphone et décide d'appeler l'accueil de l'hôtel pour les prévenir qu'il y a un mec qui l'espionne depuis la piscine et que ça l'inquiète beaucoup. Après avoir passé le coup de fil, il retourne à sa fenêtre et là, l'autre Manu a disparu. Il est plus devant la piscine. Et quelques minutes plus tard, l'accueil de l'hôtel le rappelle. Il lui explique qu'ils ont envoyé quelqu'un pour aller voir et qu'il y avait personne à côté de la piscine et qu'il a sûrement fait erreur. Manu là, il est révolté et décide d'aller leur montrer la vidéo qu'il a prise pour leur prouver qu'il y avait bien quelqu'un devant la piscine et que c'est flippant et que c'est pas normal. Malheureusement pour lui, ça inquiète pas les mecs de l'accueil qui lui disent que c'est sûrement le mec qui s'occupe de la piscine ou quelqu'un de l'hôtel qui juste se baladait.
Bref, ils le prennent pas du tout au sérieux et Manu, ça le rend ouf. À partir de là, il y a pas de retour en arrière possible pour Manu. Peu importe si c'est une blague ou si c'est réel, il a juste envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui lui arrive, ça le rend dingue. Et c'est normal. Et nous-mêmes, si on était victimes de trucs comme ça, on aurait envie d'élucider le mystère parce que ça rend ouf. Son hôtel se trouve à une extrémité de la route. Manu a marché jusqu'au bout de cette route et à l'extrémité de la route se trouve un hôtel très similaire au sien qu'il prend en photo aussi. Et effectivement, c'est carrément la même chose mais à l'envers. C'est comme si chaque hôtel était le reflet de l'autre. On se croirait dans Stranger Things, bordel. En arrivant à l'accueil de l'hôtel, il tombe sur une femme qui lui parle un petit peu de la même manière dont Martin lui parlait dans le réfectoire. Manu lui demande alors si elle est au courant de l'existence de l'hôtel qui est très similaire au sien de l'autre côté de la route et si c'est une chaîne, si les hôtels sont reliés en fait. La meuf esquive vraiment le sujet et elle lui dit juste t'en fais pas, tout va bien, zen, on est en vacances. Manu, ça le fait flipper et il décide de rentrer à son hôtel et de demander à l'accueil s'ils sont au courant qu'il y a un autre hôtel de l'autre côté de la route avec une meuf qui est un peu bizarre à l'accueil. Les gens de l'accueil lui répondent qu'ils ont aucune idée de la possible existence d'un autre hôtel qui ressemble en plus à celui-là de l'autre côté de la route. Là, Manu il se dit attends, c'est à 3 km, il devrait totalement savoir s'il y a un autre hôtel. Alors il monte dans sa chambre, il réfléchit et là il se dit putain, mais si le message qui me dit d'aller dans l'autre chambre et d'y rester parlait de la chambre 328 de cet autre hôtel de l'autre côté de la route. Il a une sorte de déclic le Manu. Il se pose au bar de son hôtel et réfléchit et il se dit qu'il va juste y aller tranquillement, toquer, attendre que quelqu'un réponde et demander des explications à cette personne sur ce qui est en train de lui arriver. Il y va en tremblant, il appréhende vraiment ce qui va se passer. Il arrive devant l'hôtel et il décide de rentrer. Il passe l'accueil et il se rend compte que tout est exactement comme dans son hôtel à lui, sauf que tout est inversé. Par exemple, pour rejoindre les chambres, il faut forcément passer devant la piscine. Et là, la piscine est sur sa gauche quand il passe devant. Alors que dans son hôtel à lui, elle est sur sa droite. Il prend l'ascenseur, il arrive à l'étage et il nous dit que normalement, pour aller à sa chambre, il prend à gauche. Sauf que là, à gauche, c'est un cul-de-sac et il doit aller à droite. Tout est inversé par rapport à son hôtel et il se dit putain, qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Ce soir-là, Manu, il publie une dernière vidéo de quand il s'approche de la chambre 328 de cet autre hôtel. Et ce qui se passe est très bizarre. Hein? Mais mec, il est où le moment où t'as toqué, où t'as attendu quelqu'un ouvre? T'as complètement paniqué là. 1 heure plus tard, Manu est de retour à son hôtel et nous dit bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, je sais, j'ai pété un câble en arrivant devant la chambre, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai juste testé la carte, j'avais une obsession avec ça et ça a marché, la porte s'est ouverte, alors il est rentré dans l'appart. Il nous explique que au moment où la vidéo coupe, il s'est avancé et il tombe face à l'autre Manuel, le mec qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. L'autre Manuel le regarde d'un air énervé, commence à avancer vers le vrai Manuel et le vrai Manuel part en courant parce qu'il se chie dessus ses grands morts. Là, il réalise que c'est chaud, que ça va trop loin, il change. Je vais faire un arrêt cardiaque dans cette vidéo. Mais mon gars, je suis en sueur là. Je vous raconte un truc terrifiant. Tout seul dans les bureaux parce qu'il est 21h, il y a plus personne. Et il y a un putain d'orage hyper vénère dehors. Et il pleut à torrent. Putain, je vais ouvrir la porte, il y aura Squeezie 2 qui sera derrière, c'est sûr. Oh, finissons-en, bordel. Il se dit, ok, c'est mort, je reste pas ici plus longtemps. Il avance son retour. Le lendemain, Manu, il va à l'aéroport et la personne à l'accueil de l'aéroport lui dit, bah vous êtes seul parce que vous avez réservé pour 2. Alors qu'il a réservé tout seul, il a pris qu'un billet. Alors Manu, il comprend pas, il est confus et au final, il peut prendre l'avion et rentre dans l'avion. Et il rentre chez lui. Wouh, c'est fini, yes. Et Squeezie peut rentrer chez lui aussi car c'est la fin. Hélas, non. Et ce qui suit est encore pire. En arrivant chez lui, le portier lui dit putain, vous êtes rentré beaucoup plus tôt que prévu, alors vous avez fait vite. Et Manu comprend pas puisque ça fait 1 semaine qu'il est parti. Alors il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, ça fait 7 jours. Et le portier lui répond bah non mec, t'es parti il y a vraiment quelques minutes. Et en plus de ça, tu m'as laissé un petit paquet à te donner quand tu reviendrais. Alors tiens, je te le donne. La Manu, il comprend rien. Il prend le paquet qui est pour lui, il monte dans son appartement et il pose ses affaires. Il décide d'ouvrir le paquet et il découvre juste son profil Twitter imprimé. Et en retournant la feuille, il y a un message qui est marqué et qui dit arrête d'écrire tout ça, ça se termine ce soir. Tout va bien. Il se chie dessus, alors il décide d'aller acheter à manger. Il retourne chez lui et là en regardant par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Bah la vidéo sera plus explicite que mes mots. Manu le faux qui le fixe. Oui, je l'ai appelé Manu le faux parce que c'est le faux Manu. Là, Manu, il va voir la police, il leur explique, il leur montre la vidéo du mec qui le fixe par la fenêtre. Il leur montre aussi les vidéos qu'il a prises à l'hôtel. Il dit regardez, il y a un mec qui me suit, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, ça va pas, on dirait mon putain de clone, c'est flippant. La police le regarde bizarre, le croit pas du tout. Alors il décide de rentrer chez lui. En rentrant chez lui, sa poignée, elle a changé. C'est une porte qui s'ouvre avec une clé et Manu, il dit putain, j'ai le souvenir de l'ouvrir avec une carte d'hôtel, mais c'est impossible parce qu'avant d'aller voir les policiers, j'étais chez moi et en rentrant chez moi, j'ai dû ouvrir la porte, mais j'ai pas la carte de l'hôtel, elle est restée à l'hôtel là-bas en vacances. Alors comment j'ai fait pour l'ouvrir en rentrant la première fois? Il commence à péter un câble con de Manu, putain. Il se décide à retourner à l'hôtel en vacances parce qu'il se dit qu'il va rien résoudre chez lui et que le truc le suit et il en peut plus. Alors il réserve un vol le lendemain pour repartir à cet autre hôtel. Et en voulant partir,
il arrive plus à trouver sa porte d'entrée. Il se met à chercher sa porte d'entrée chez lui, il la trouve plus, il peut plus sortir de là. Et il ressent un truc bizarre, c'est comme si tout était plus grand mais plus petit à la fois. C'est le même endroit mais tout n'est plus au même endroit par rapport à avant. D'un coup il trouve enfin une fenêtre, il regarde par la fenêtre et il voit la piscine de l'hôtel. Alors qu'il est chez lui, il est rentré chez lui. Il décide de tweeter une photo de ça pour nous prouver qu'il y a un truc qui va pas. Sauf que sur la photo, nous on voit juste sa rue, on voit pas du tout la piscine. Là Manu dit qu'il entend quelqu'un chez lui, il pense qu'il est pas tout seul. Il réussit à se réfugier dans une salle de bain. Mais elle ressemble pas à sa salle de bain, c'est un autre endroit. C'est un mélange entre la salle de bain de la chambre de l'hôtel et sa salle de bain à lui. Le faux Manuel ouvre la porte de la salle de bain, regarde Manuel qui est au sol, sans bouger. Il comprend pas ce que l'autre Manuel veut, il bouge plus. Et il réalise qu'il y a aucune solution à son problème, que il va y passer, mais que peut-être il peut prévenir le prochain locataire de cette chambre d'hôtel. Alors il décide de sortir son stylo et de trouver un endroit où marquer un message d'avertissement que seul le prochain locataire pourra lire. Et il trouve où il pourrait marquer ce message. L'histoire recommence encore et encore. Et là il écrit un message avec la même manière dont s'exprimait le mec qui était rentré dans la chambre de Manu pour la première fois. Les mots sont pas dans le bon ordre, c'est bizarre. Merci pour tout. J'aurais aimé ne jamais me rendre à cet hôtel. Si seulement j'avais écouté avant le message de peut-être que j'aurais été sauvé. Fin. Wow! Petit débrief pour ceux qui n'ont pas trop réussi à suivre, qui n'ont pas trop compris, ou peut-être parce que j'ai mal expliqué, je sais pas. Cette histoire elle est dure à raconter parce que là on parle pas juste de preuves qu'il y a un esprit qui te hante, ce qui est assez classique, hein, Paranormal Activity, Conjuring, tout ça, on connaît ces histoires là d'esprit, de possession démoniaque. Là c'est différent en fait, c'est comme si un mec, c'est un peu relié à Stranger Things, c'est comme si un mec s'était retrouvé bloqué entre plusieurs dimensions. Vous savez, il y a plusieurs dimensions, plusieurs réalités, c'est-à-dire, je vous l'avais déjà dit en plus dans une vidéo, je crois, théorie du complot. Par exemple, dans une autre réalité, je suis boulanger, dans une autre réalité, vous êtes agriculteur. Du coup, on suppose simplement que Manu est resté bloqué entre deux réalités. C'est pour ça que l'espace arrête pas de bouger autour de lui. Et que cet autre Manu qu'il a aperçu prendre sa glace, aller faire les courses, et ben c'était juste lui le premier jour en fait. Et l'histoire se répète en boucle. Manu arrête pas d'apercevoir Manu. Ah, c'est génial. Bref, je vais pas tout vous expliquer, je vous laisse débattre sur ça dans les commentaires. Mais perso, je trouve que cette histoire elle est géniale. Sachez que c'est une histoire, c'est comme un film, mais au final ça revient au même. L'histoire est tellement bien racontée, il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut pour y croire. C'est magnifique, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Je trouve ça génial 2018 pour ça. Il y a une nouvelle manière de raconter des histoires et que ce soit vrai ou pas, à l'arrivée on ressent des choses et on est content d'avoir lu ça. N'hésitez pas à m'envoyer des histoires comme ça si vous en trouvez, peut-être que j'en expliquerai d'autres en vidéo. J'avoue, moi j'ai un penchant pour les histoires d'horreur. Là c'est entre les deux, c'est angoissant mais c'est pas de l'horreur. On est le 1er novembre 1992 dans un quartier chic d'Antibes. À la tombée de la nuit, Eric, un homme de 35 ans, quitte son domicile et part faire une balade à vélo. Depuis quelques mois, il enchaîne les hospitalisations et il est vrai, il prend presque plus de temps pour lui. Alors il se dit que cette balade, ce serait une bonne occasion pour se changer les idées et pour se faire du bien. Eric prend son vélo puis part en ville. Il se vide enfin l'esprit, mais alors qu'il emprunte une petite rue mal éclairée, il entend derrière lui une voiture lancée à toute vitesse, puis c'est le trou noir complet. Eric vient d'être percuté par un véhicule qui a pris la fuite. Personne n'a vu le choc, tout le monde pense à un malheureux accident et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais ce jour-là, ce qu'Eric savait pas, c'est qu'il était depuis plusieurs mois au cœur d'un terrible complot. Un piège qui devait à tout prix se refermer sur lui aujourd'hui. Pour comprendre ce qui est arrivé à Eric, on doit d'abord s'intéresser et remonter la trace d'une autre personne qui est au cœur de cette histoire, Geneviève Montillet. Elle naît en 1945 et elle n'a pas une enfance facile. Ses parents biologiques l'abandonnent très jeune et elle enchaîne les placements en foyer. Elle traverse alors une période extrêmement sombre de sa vie, dont le peu de souvenirs qui lui restent lui font beaucoup de mal. Elle se rappelle surtout des douches froides et de toutes les punitions auxquelles elle a dû faire face. Mais vers ses 4 ans, la vie de Geneviève change du tout au tout puisqu'elle est enfin recueillie par un couple, fortuné qui plus est, et qui subvient largement à tous ses besoins. C'est des vrais parents poules très attentionnés et qui vont même un peu trop la gâter. Geneviève, qui commençait très mal dans la vie, nage désormais dans l'argent et le confort au point où elle en devient même un peu trop cupide. Toutes ces discussions, à cause de ses démons du passé, tournent maintenant autour de l'argent, du luxe et du paraître. Bref, dès son adolescence, c'est un secret pour personne, Geneviève ne raisonne que par l'argent. Et au lycée, elle croise la route d'un certain René Desmulliers, un camarade dont elle tombe très vite amoureuse. C'est un véritable coup de foudre au point où quelques temps plus tard, ils accueillent non pas un, mais 2 enfants dans leur vie puisqu'ils ont des jumeaux, Fabrice et Valérie. Mais là encore, malgré l'amour qu'elle porte à sa famille, c'est l'argent qui prime dans toutes ces interactions. Par exemple, c'est hors de question pour elle qu'elle laisse ses enfants s'habiller avec autre chose que des vêtements de marque. Et c'est pas spécialement pour leur faire plaisir à eux, c'est juste pour être une fois de plus dans le paraître. Geneviève veut que tout le monde sache qu'elle est une maman avec des moyens et qu'elle est donc une maman qui a réussi sa vie. On n'a pas tous les détails sur cette époque, mais on sait une chose, c'est que René gagne convenablement sa vie. De son côté, il est cadre et elle continue de bénéficier du soutien de ses parents.
Mais cette situation, soudainement, elle va changer. Elle va changer puisque Geneviève se retrouve à devoir enchaîner les petits boulots, ce qu'elle n'a jamais eu besoin de faire avant. Il y a quelque chose qui a sûrement dû changer entre elle et ses parents qui l'ont probablement poussée à se débrouiller par elle-même et à subvenir d'elle-même à ses besoins. Geneviève rebondit et trouve un poste de secrétaire et elle cumule aussi des heures de ménage dans différents hôtels de la région. Grâce à ses efforts et à ceux de René, tout va bien financièrement pour la famille, sauf que pour Geneviève, c'est pas assez. Et ça va lui causer du tort au point où elle va se faire licencier non pas une, mais 3 fois consécutivement, à chaque fois pour une histoire de chèque qu'elle aurait encaissé frauduleusement dans le dos de son employeur. Et comme si ça suffisait pas, elle se met aussi à embrigader ses propres enfants pour commettre des petits vols. Des fois c'est contre leurs voisins et des fois c'est carrément contre leur propre père. Geneviève sait que ses enfants risquent rien parce qu'ils sont encore mineurs, donc elle les envoie commettre des vols, mais à la fin, l'argent récupéré, il tombe dans sa poche à elle. Alors on parle de petits vols, mais quand même on est sur une maman qui pousse ses enfants au vol, alors qu'elle n'a même pas besoin de cet argent pour subvenir aux besoins de la famille. Et ces petits vols là, ils sont très révélateurs de ce qui va se jouer par la suite, puisqu'ils marquent le début d'une tournure vers quelque chose de beaucoup plus sombre pour Geneviève, qui vous l'avez compris est prête à tout pour s'enrichir. Une dizaine d'années après la naissance des jumeaux, Geneviève se reconvertit dans l'installation de télévision. Elle équipe plein de bâtiments publics, dont un hôpital psychiatrique dans lequel elle va faire une rencontre déterminante, celle du fameux Eric de Vrient. À l'époque, c'est un patient de l'hôpital qui a d'importants troubles psychiques, mais il a su taper dans l'œil de Geneviève. Eric est le fils d'un richissime banquier et il fait rien pour dissimuler sa fortune. Ferrari, vêtements de luxe, il passe jamais inaperçu. Geneviève lui parle donc par intérêt et elle finit même par le fréquenter dans le dos de René. Et c'est même plus vicieux que ça parce que Geneviève va finir par carrément tout avouer à René dans l'unique but de le pousser au divorce. Maintenant qu'elle a mis la main sur un amant bien plus riche que lui, elle veut sortir René de sa vie, sauf qu'il refuse. Il est prêt à subir la tromperie de sa femme si ça peut épargner ses enfants d'avoir à traverser le divorce de leurs parents. Et c'est malheureusement là que tout va peu à peu basculer dans l'horreur. Avec René dans les pattes, Geneviève comprend qu'elle pourra pas vivre son nouvel amour avec Eric. Elle va donc déposer une petite annonce dans un journal local à la recherche d'un coursier. Évidemment, elle cherche pas à livrer quoi que ce soit, elle cherche juste à éplucher des dizaines de profils de gens qui cherchent un petit boulot. Et elle va particulièrement s'attarder sur la lettre d'un sans-abri qui aurait bien besoin d'argent. Elle le convoque, puis lui explique très tôt qu'elle cherche tout simplement à faire assassiner son mari. Elle justifie cette demande en faisant croire qu'il est violent et qu'elle est à bout. Elle propose la somme de 300 000 francs à l'homme, soit l'équivalent de 70 000 € aujourd'hui. Une somme énorme que cette personne sans abri ne peut pas laisser passer et qui le pousse à accepter la mission. Il note quelques infos puis se dirige vers Paris où René travaille. Le plan est le suivant, dans 3 jours il l'attendra à la sortie de son travail, le suivra et l'assassinera. 3 jours plus tard, Geneviève reçoit un coup de fil en début de soirée, un numéro inconnu auquel elle répond pas. C'est le code qu'elle avait convenu avec son assassin qui devait l'appeler après avoir commis le sale boulot. Mais pourtant, quelques heures plus tard, René passe le pas de la porte et rentre chez lui, comme à son habitude. Geneviève se décompose en le voyant, avant de reprendre ses esprits et de l'accueillir comme si de rien n'était. De toute évidence, l'assassin n'a pas réussi sa mission. Le lendemain matin, c'est la police qui passe le pas de la porte, qui rentre chez elle et qui l'embarque. L'assassin a pris peur la veille de l'opération et il a tout balancé aux flics pour se blanchir. Les policiers l'ont malgré tout convaincu de suivre le plan de Geneviève à la lettre pour voir jusqu'où elle était prête à aller pour faire assassiner son mari. Elle est donc interrogée dans une salle annexe où elle avoue tout. Elle raconte qu'elle supportait pas que son mari refuse de divorcer et que d'après ses dires, c'était la seule option qui lui restait. En fait, elle prétend très cyniquement que René ne s'en serait jamais remis émotionnellement si c'était elle qui le quittait. Selon ses dires, elle lui faisait donc une fleur en le tuant. En apprenant ça, évidemment, René est sous le choc. Mais pour autant, il refuse de porter plainte. Encore une fois, il pense principalement à ses enfants, et lui qui avait déjà peur de les faire souffrir en leur faisant traverser un divorce, il peut pas imaginer leur avouer que leur mère a essayé de l'assassiner. Donc il entame aucune démarche. Et sans réel crime commis, Geneviève ne peut pas être condamnée, et donc elle ressort libre. Son casier reste vierge, et personne d'autre ne saura ce qu'elle a tenté de faire ce jour-là. Le couple retourne donc à leur domicile, et finissent même par redormir dans le même lit, dans une ambiance glaciale. Geneviève de son côté continue de voir Eric et continue de se débrouiller pour essayer de gagner toujours plus d'argent. En 1986 par exemple, elle arnaque les caisses de retraite pour toucher la pension de son père qui est pourtant mort depuis déjà 2 ans. Elle finit quand même par se faire attraper par l'organisme à qui elle doit beaucoup d'argent, mais étonnamment là encore il n'y a pas d'autre suite judiciaire et son casier reste vierge. Quelques mois plus tard, en 1996, Geneviève finit par demander le divorce de son côté et elle part refaire sa vie avec Eric à Antibes. Elle empoche au passage toutes les économies de René qui doit désormais éponger les dettes de son ancienne femme. En réalité, Geneviève devrait être en prison pour avoir tenté de faire assassiner son mari, mais il n'en est rien. Elle est désormais dans les bras d'un nouvel homme, dans une belle villa dans le sud, et ses 2 enfants s'entendent très bien avec leur nouveau beau-père. Tout le monde accepte donc cette nouvelle vie en famille recomposée. Sauf une personne, la mère d'Eric.
elle a jamais vraiment accepté cette union parce qu'elle a un très mauvais pressentiment sur Geneviève. Elle sent que cette femme n'est pas sincère, qu'elle en a surtout après l'argent de son fils, mais pour autant elle peut rien y faire. Et d'ailleurs en apprenant ça, Geneviève convainc Eric de couper les ponts, de peur que sa mère lui fasse changer d'avis et le pousse à la quitter. Rien donc pour les empêcher de poursuivre leur amour supposé et ils vont même avoir une petite fille, Emmanuelle. En revanche, de son côté, Eric il continue d'avoir une santé mentale très fragile et peu à peu, il se met à être violent avec Geneviève. Les années passent et la situation devient insoutenable, mais pour autant, elle peut pas se résoudre à le quitter parce qu'elle sait pertinemment qu'elle risquerait de rien toucher de sa fortune. Alors on sait de quoi Geneviève est capable quand il y a de l'argent en jeu, mais on peut pas imaginer une seule seconde à quel point elle va aller loin dans l'horreur en impliquant ses propres fils dans son complot. Ces deux enfants, qui ont maintenant une dizaine d'années, elle va les réunir et leur expliquer qu'elle est battue par Eric. C'est pour le coup une réalité, mais Geneviève grossit le trait et les manipule en leur expliquant qu'ils risqueraient à tout moment de s'en prendre aussi à eux. Et que le seul moyen de l'arrêter, ce serait de le tuer. Elle n'évoque aucune autre option et elle leur monte la tête alors qu'ils ont seulement 10 ans. Elle sait qu'ils vont de temps en temps à la chasse avec lui et que ce serait évidemment l'alibi parfait. Il leur suffirait de chasser comme à leur habitude, puis de viser par erreur la tête de leur beau-père et d'appuyer sur la détente. Et si des policiers les interrogent, ils auront juste à dire que c'est un simple accident de chasse comme il y en a plein chaque année. Bref, elle leur répète qu'ils risquent rien et que c'est pour leur sécurité à tous. Et à cet âge-là, sans avoir aucun recul, évidemment les enfants acceptent puisqu'ils pensent faire ce qu'il faut pour protéger leur mère. Alors un week-end, comme prévu, Eric et les jumeaux partent à la chasse. Les enfants ont chacun une petite carabine à plomb faite pour chasser les oiseaux. Rien de très dangereux donc, à moins de viser quelqu'un à bout portant. Valérie et Fabrice partent donc avec Eric qui lui ne se doute de rien. Ils discutent, s'amusent, puis s'enfoncent dans les bois. Ils tirent à tour de rôle sur des petits oiseaux, puis Fabrice finit par pointer la tête d'Eric avec la carabine et il presse la détente. Eric s'effondre au sol et hurle de douleur. Fabrice, terrifié, lâche son arme et s'enfuit à toute vitesse en se rendant compte de ce qu'il vient de faire. Par chance, des randonneurs au loin voient la scène et appellent immédiatement les secours. Et contre toute attente, Eric est sain et sauf. Le plomb a simplement éraflé son visage et la blessure est superficielle. Des enquêteurs auditionneront malgré tout les deux enfants et Eric pour bien comprendre le déroulé des faits, sauf que tout le monde a la même version, c'est un bête accident de chasse. Et l'affaire s'arrête là. Geneviève, elle, félicite malgré tout les enfants d'avoir bien tenu leur langue face aux policiers, et elle les met en garde de ne surtout jamais changer de version des faits, et de ne jamais parler de ça à qui que ce soit. Les années qui suivent sont de plus en plus difficiles pour tout le monde. La santé mentale d'Eric continue de se détériorer et il est régulièrement hospitalisé loin de chez lui. Geneviève, elle, se met à maltraiter ses enfants et elle n'hésite pas à les foutre à la rue à la moindre dispute alors qu'ils sont toujours mineurs. Ils finissent même par devoir loger dans un squat miteux et ils ne vont plus du tout à l'école. Dans ce squat, ils font de très mauvaises rencontres et ils vont peu à peu sombrer dans la drogue, y compris dans des drogues dures comme l'héroïne. Alors que c'est encore de simples adolescents. Et tout ça, René, leur père, il en sait rien. Ça fait des années que Geneviève a coupé les ponts et qu'elle a tout fait pour liguer les enfants contre lui qui ne veulent plus le voir. Notamment en inventant des tas de mensonges comme le fait que, soi-disant, il l'abattait. Les seules nouvelles qu'il a, c'est quand elle leur envoie leur bulletin scolaire et elle le fait pas par gaieté de cœur, elle le fait uniquement pour continuer de toucher une pension alimentaire puisque c'est obligatoire. Et d'ailleurs, les bulletins, c'est des faux, les deux enfants vivent désormais dans un squat et c'est Geneviève seule qui bénéficie de leur pension alimentaire. Mais malgré tout, il y a quelques fois où elle renoue un peu le contact avec eux. Comme ils deviennent de plus en plus addicts à l'héroïne, elle comprend qu'ils ont besoin d'argent pour pouvoir s'acheter des doses. Une situation horrible qui attristerait n'importe quelle maman qui essaierait probablement de mettre les enfants en cure de désintox. Elle, au contraire, elle y voit juste une super belle opportunité de gagner encore un peu plus d'argent. Ce qu'elle va faire, c'est acheter des doses d'héroïne en grande quantité et ça va être à eux d'en revendre une partie pour pouvoir s'acheter leur propre consommation avant de reverser tous les bénéfices à Geneviève. Voilà donc la situation de la famille pendant plusieurs années. Un cocktail explosif donc qui risque de péter à n'importe quel moment, le tout contrôlé par Geneviève. Coup du sort, pendant cette période, le père d'Eric décède. Eric devrait donc toucher un héritage absolument délirant dont Geneviève compte bien profiter. Du moins, c'est ce qu'aurait dû se passer si la mère d'Eric n'était pas intervenue à temps. Parce que oui, sa mère refuse de voir l'argent de la famille partir dans les mains de Geneviève. Et pour empêcher ça, elle décide de placer son fils sous curatelle, c'est-à-dire il ne peut plus prendre de décisions administratives seul. Ses séjours réguliers en hôpital psy prouvent qu'il est fragile psychologiquement et qu'il pourrait donc se faire manipuler. Grâce à la curatelle, Geneviève ne pourra donc plus accéder à ces fonds-là. Elle ne peut pas toucher à ce riche héritage. Sur le papier, c'est donc plutôt une bonne nouvelle parce que c'est là le but d'une curatelle, protéger les intérêts d'une personne en difficulté. Et pourtant, ce qu'aurait dû protéger Eric risque bien au contraire de provoquer tout l'inverse. En apprenant cette mise sous curatelle, Geneviève est furieuse et elle compte bien gagner de l'argent grâce à Eric. Et si c'est pas via un héritage, alors ce sera autrement. Pendant qu'Eric enchaîne les hospitalisations, Geneviève en profite pour signer dans son dos plein de contrats d'assurance vie. En cas de décès d'Eric, Geneviève et leur fille, Emmanuelle, toucheraient donc une belle somme d'argent. Vous vous en doutez, Geneviève fait pas ça par hasard, elle a un plan très clair en tête, assassiner son mari.
et une fois de plus d'y impliquer ses fils jumeaux. Elle rejoue la carte du conjoint violent, sauf que c'est plus vrai. Si Eric a été a priori parfois violent avec elle dans le passé, il a depuis complètement arrêté. Sûrement le fruit d'ailleurs de ses nombreux passages en hôpital psychiatrique loin de chez lui. En tout cas, c'est d'autant plus compliqué à croire pour les enfants qui apprécient réellement Eric. Mais d'un autre côté, comment oser remettre en question la parole de leur mère sur des sujets aussi graves, même si elle a prouvé par le passé qu'elle a beaucoup de défauts. En plus de ça, cette fois-ci, Geneviève va jouer sur d'autres leviers que la pitié, elle va jouer sur l'argent. Elle leur promet tout simplement une partie des assurances vie qui lui seront dues, donc près de 10 millions de francs à l'époque, ce qui correspond aujourd'hui à un peu plus de 2 millions d'euros. Si Eric meurt, ils pourraient tous toucher beaucoup d'argent. Et si elle leur annonce des sommes aussi énormes, c'est parce que, rappelez-vous, elle sait qu'ils sont prêts à faire beaucoup pour pouvoir se payer des doses d'héroïne. C'est comme si depuis tout ce temps, elle savait que cette addiction qu'elle finance maintenant depuis des années finirait par l'aider, par jouer en sa faveur. Sauf que Valérie refuse. Pour lui, c'est hors de question de commettre un crime. Par contre, Fabrice, lui, il hésite. Et il finit par accepter de participer au plan, tout en refusant d'avoir à tuer lui-même son beau-père. Alors il propose de trouver quelqu'un qui pourrait s'en charger en échange d'une partie des gains, un certain Yann Baudet. C'est un de leurs meilleurs amis qu'ils ont rencontré dans leur squat et qui est lui aussi toxicomane. Et là encore, Geneviève sait que c'est un bon profil puisqu'il a une dépendance, il est donc plutôt fragile psychologiquement, si on le prive de cette addiction, et que donc il pourrait carrément lui servir. Alors elle se met à l'inviter régulièrement à la maison, elle lui fait un bon dîner. Parfois même elle lui propose de dormir là, alors que ses propres enfants ne dorment plus là, ils sont dans un squat. Et forcément, Yann, cette main tendue dans l'obscurité, pour lui, ça va finir par beaucoup compter. Il commence à faire confiance à Geneviève au point où il va même finir par la considérer comme une seconde maman. Et c'est là que tout se joue. Geneviève sait que Yann a un père violent et elle en profite pour dresser un parallèle avec sa propre situation. Elle fait régulièrement croire à Yann qu'Eric la bat. Encore une fois, c'est faux, mais elle sait qu'il va être particulièrement sensible à ce sujet et qu'elle va lui présenter son projet comme l'occasion de se venger d'un homme violent, tout en ayant la satisfaction d'aider ses amis. Et pour ce petit gars de la rue, l'argent qu'il pourrait toucher grâce à ça lui permettrait de concevoir, d'envisager un nouvel avenir, d'autant plus qu'il est persuadé qu'il risque pas grand-chose. D'après ses dires, Geneviève a mis au point un plan presque imparable et qui leur permettrait à tous d'être mis hors de soupçon. Le plan est simple, il suffirait de provoquer un accident de la route, puis de prendre la fuite. Et ça tombe bien, puisqu'Eric, depuis quelques temps, il fait du vélo sur route, et un simple coup d'accélérateur suffirait à en finir. Finalement, ce serait une mort pour améliorer leur vie à tous. Fabrice, Yann et Geneviève se mettent donc d'accord, ils se partageront une partie des assurances vie et ne révéleront jamais ce secret. Geneviève en profite d'ailleurs pour signer 2 nouvelles assurances vie avec des clauses bien précises, des clauses qui lui permettraient de doubler et même de tripler la mise en cas de mort suite à un accident de la route et en cas de mort lors d'un jour férié. Il fixe donc une date, ce sera le jour de la Toussaint. Le 1er novembre 1992, Fabrice vole une voiture en ville puis l'apporte à Yann qui se tient prêt depuis déjà plusieurs heures. Yann monte seul au volant et se dirige vers le domicile d'Eric. À la nuit tombée, il se gare à côté d'un square, face à la maison, et attend patiemment de voir la silhouette de sa cible. Geneviève, elle, persuade Eric de sortir faire une balade à vélo. Pourtant, il fait nuit, la visibilité est mauvaise et ce serait plutôt dangereux de rouler dans ces conditions. Mais elle insiste et lui dit qu'il a besoin de se changer les idées parce que ça fait plusieurs semaines qu'il enchaîne particulièrement les allers-retours à l'hôpital psychiatrique et ce serait donc l'occasion de souffler un peu. Eric finit par céder, monte sur son vélo, puis s'enfonce dans les rues vides de la ville. Yann, lui, le suit discrètement en voiture, et alors qu'il emprunte une petite ruelle sans éclairage, Eric entend soudainement le bruit assourdissant d'un accélérateur. Yann est pied au plancher, le compteur frôle les 80 km/h, et soudain, c'est le choc. Eric s'effondre sur le sol et se fracasse le crâne contre le bitume. Il n'y a plus aucune trace de la voiture qui vient de le percuter, il y a juste son corps, immobile, au milieu de la route. Par chance, un voisin finit par sortir de chez lui et lui porte assistance. Quelques minutes plus tard, Eric est transporté en urgence vers l'hôpital le plus proche et personne ne sait s'il va s'en sortir, tant les blessures sont graves. Sur les lieux de l'accident, plusieurs policiers sont déjà en train de faire des relevés, mais malheureusement, il n'y a aucun indice matériel dans la zone à part des éclats de verre. Et pour rien arranger, aucun témoin n'a assisté à la scène, à part un voisin qui pense juste avoir reconnu le bruit du moteur d'une Simca Horizon. Faute de preuves, la police classe l'affaire en tant qu'accident de la route avec délit de fuite et l'enquête n'ira pas beaucoup plus loin. De son côté, Eric subit de nombreuses interventions chirurgicales puisqu'il a une fracture crânienne et de nombreuses autres blessures suite au choc. Il est plongé dans un état végétatif, ce qui veut dire qu'il réagit pas ou presque pas à son environnement. En revanche, il respire et contre toute attente, sa vie ne semble plus en danger. Du côté de Geneviève, le lendemain de l'accident, elle s'assure de détruire le vélo d'Eric, une façon peu subtile donc de dissimuler toutes les traces du crime. Mais en surface, elle continue de jouer à la compagne modèle et elle rend tous les jours visite à son compagnon. Intérieurement, évidemment, elle est furieuse. Tout ça n'a servi à rien si Eric survit à l'accident. Elle critique ouvertement Yann qui n'aurait pas suivi à la lettre toutes ses instructions, puisqu'elle lui avait bien précisé de foncer sur Eric puis de repasser sur son corps en marche arrière pour être sûre de le tuer. Elle espère donc qu'Eric finira par mourir à l'hôpital de la suite de ses blessures.
Sauf qu'il se passe tout l'inverse. Les jours passent et au contraire, son état se stabilise. Puis les jours se transforment en mois et Eric donne des signes de vie toujours plus encourageants. Et ça, Geneviève, elle peut pas l'accepter. Donc elle ordonne à Fabrice et Yann, selon ses propres mots, d'aller finir le boulot. Elle prend la route de l'hôpital, armée d'une seringue, et elle demande à Yann d'injecter une bulle d'air dans la perfusion d'Eric. Ça pourrait lui provoquer un arrêt cardiaque, sauf que Yann refuse catégoriquement et Fabrice lui quitte furieusement la chambre. Geneviève finit donc par prendre la seringue et par injecter elle-même des bulles d'air dans la perfusion d'Eric, sauf que rien ne se passe. Le moniteur cardiaque d'Eric reste stable et elle sait qu'elle n'a pas d'autres options discrètes à sa disposition pour l'instant, donc elle abandonne. L'hôpital finit par annoncer à Geneviève qu'Eric peut être pris en charge dans un centre de rééducation, un endroit donc parfaitement adapté pour qu'il retrouve la forme. Mais Geneviève refuse catégoriquement. Elle demande au contraire à ce qu'il soit hospitalisé à domicile, chez lui, c'est-à-dire loin des médecins et de l'équipement nécessaire pour son bon rétablissement. Le rendez-vous est donc pris au 15 janvier 1993, date à laquelle l'hôpital fera de son mieux pour transférer un maximum d'équipement médical chez lui. Et pourtant, dès le 11 janvier, Geneviève contacte une ambulance privée et fait sortir Eric de l'hôpital en douce. Les médecins sont furieux mais ils y peuvent pas grand-chose. Alors faute de mieux, l'hôpital fait envoyer un kiné et une infirmière chez lui qui sont chargés de surveiller Eric 2 fois par jour. Et heureusement, même à domicile, son état reste encourageant. Le 14 janvier, vers 14h30, l'infirmière prend en charge Eric pendant une petite heure. Elle doit faire signer des papiers à Geneviève pour faire venir tout le matériel médical chez elle dès le lendemain. Sauf qu'au moment de la signature, Geneviève quitte précipitamment son domicile en prétextant devoir faire un truc urgent en ville. L'infirmière, étonnée, quitte la maison vers 15h30 et laisse derrière elle Eric et son fils Valérie. À 17h34, SOS Médecins reçoit un appel de Geneviève qui signale le décès de son mari. Un urgentiste est dépêché sur place et constate la mort d'Eric. Pour lui, c'est un arrêt cardiaque. Il signe donc un avis de décès, puis laisse la famille faire son deuil. Mais dès le lendemain, Geneviève fonce au cabinet du médecin et lui demande de faire modifier le certificat de décès. Elle affirme qu'il s'est étouffé en mangeant de la nourriture, rien à voir donc avec un arrêt cardiaque, qui pourrait ne pas être relié à l'accident, et qui pourrait donc ne pas être pris en charge par les assurances. C'est la version qu'elle donne au médecin qui comprend la situation. Il peut pas se douter que Geneviève ment, et surtout il comprend que l'argent pourrait bien servir cette famille endeuillée. Il appelle malgré tout l'hôpital pour avoir un avis extérieur, et les médecins lui confirment qu'il est plausible qu'il soit mort d'un étouffement et non pas d'un arrêt cardiaque. Le certificat de décès est changé et donc le décès d'Eric est maintenant imputable à son accident de la route. Sans perdre de temps, Geneviève fait incinérer le corps d'Eric. En revanche, elle met personne au courant de sa mort et de ses obsèques. Ni sa mère, ni ses proches, ni même sa fille. Il est donc incinéré seul face à sa compagne qui reste de marbre. Le lendemain, la mère d'Eric reçoit enfin un appel de Geneviève. C'est une nouvelle horrible mais surtout une nouvelle qui la met profondément en colère. Elle comprend pas que Geneviève ait pu organiser des funérailles sans prévenir qui que ce soit de la mort d'Eric. Pour elle, c'est le choc le plus total. Mais Geneviève s'en inquiète pas, elle qui est si près du but. Alors elle se met à appeler frénétiquement tous les organismes d'assurance dont dépendait Eric. Et oui, sa mort coche toutes les cases des assurances vie qu'elle a signées. Rappelez-vous, non seulement il est mort à cause d'un accident de la route, mais en plus c'est tombé un jour férié. Et tout ça, ça semble un peu gros pour les assureurs. Et vu les sommes en jeu, ils décident d'enquêter en profondeur sur ces fameux contrats d'assurance vie. Notamment en recrutant un graphologue, c'est-à-dire un spécialiste des écritures manuscrites. Il épluche tous les contrats d'assurance vie et son analyse est formelle. Plusieurs signatures sont fausses. D'après eux, ce serait pas de véritables signatures d'Eric. Plusieurs assureurs portent donc plainte auprès de la police, et cette fois, c'est un choc pour les policiers en charge de l'affaire. Pourquoi? Eh ben parce que Geneviève ne les a jamais prévenus de la mort d'Eric, alors pourtant qu'une enquête est ouverte pour essayer de retrouver le chauffard qui l'a renversé lors de ce grave accident qu'il a subi. Et pour rien arranger, une autre plainte est versée au dossier. Cette fois, c'est la mère d'Eric qui a écrit au procureur et qui émet de sérieux doutes concernant l'innocence de Geneviève dans cette affaire. Elle y raconte ne même pas avoir été prévenue pour les obsèques de son fils et suspecte fortement Geneviève de l'avoir tué. À partir du 23 février 1993, une enquête est donc ouverte pour usage de faux et pour assassinat. Geneviève est interpellée, mais les enquêteurs n'arrivent pas à la faire craquer puisqu'elle a toujours une bonne excuse. Si elle n'a pas prévenu les policiers de la mort d'Eric, par exemple, c'est tout simplement parce qu'elle savait pas que c'était nécessaire. Si elle a signé des contrats au nom d'Eric, c'est parce qu'il était d'accord, mais qu'il était trop souvent à l'hôpital pour pouvoir s'en occuper lui-même. Et si ça semble louche de faire autant d'assurance vie à seulement 35 ans, c'est parce qu'Eric se savait fragile et qu'il voulait s'assurer que sa famille serait à l'abri si jamais il disparaît. Et face à tout ça, les enquêteurs peinent à contredire. Ça se tient. Ok, les suspicions sont énormes, mais pour autant ils ont pas de preuves concrètes contre Geneviève. Et certes, son comportement vis-à-vis de la mère d'Eric est absolument ignoble, et elle a agi contre tout avis médical, mais est-ce que pour autant on peut l'accuser de meurtre? L'enquête finit donc par s'enliser et la police classe l'affaire. C'est un simple accident de la route. Les assurances de leur côté, elles jouent le temps. Elles ont encore quelques années pour contredire Geneviève, 10 ans plus précisément, à l'issue desquelles elles se verront dans l'obligation de lui verser les fameux 10 millions de francs. Mais au printemps 1998, une nouvelle juge d'instruction est nommée dans la région et elle décide de rouvrir des vieux dossiers.
Elle tombe sur celui d'Eric et en le feuilletant, elle sent qu'il y a forcément un truc à creuser, un truc à résoudre. 10 millions de francs, des contrats d'assurance vie, une mort étrange, des funérailles faites en secret, tout ça attire son attention. Du coup, l'enquête est rouverte et cette fois les policiers ont une excellente idée. Ils convoquent officiellement Geneviève, son ex-mari René et les jumeaux, mais tout le monde est au préalable mis sur écoute. Ils savent que cette convocation risque de délier des langues et qu'il y aura sûrement des conversations intéressantes à éplucher. Et c'est exactement ce qui va se passer. René, qui imagine pas être sur écoute, demande à Fabrice s'il a des nouvelles de son ami, celui qui avait provoqué l'accident de son beau-père. Parce que oui, entre-temps, René a renoué contact avec ses enfants et ils se sont même confiés à lui. Mais il a balancé personne, encore une fois, dans le seul but de protéger ses enfants à tout prix. À partir de là, la police comprend qu'il y a réellement un meurtre dans cette affaire. Et le 19 janvier 1999, les enquêteurs interpellent tout le monde. Les enfants craquent et ils avouent tout et accusent Geneviève. C'est elle qui a orchestré l'accident en ordonnant à ses fils de s'en charger. Yann est lui aussi interpellé et il avoue tout sur le champ. Il leur explique qu'il était complètement à la dérive et sous l'emprise de Geneviève. Et que c'est bien lui qui a percuté Eric le 1er novembre 1992 à la demande de sa compagne. Et face à ces témoignages accablants, c'est Geneviève qui va craquer à son tour. Elle admet avoir voulu tuer Eric parce qu'il était violent et qu'elle avait peur pour ses enfants. En revanche, elle nie catégoriquement l'avoir tué chez elle. Ok pour l'accident de vélo, mais c'est tout. Sauf que malheureusement pour elle, les enquêteurs vont finir par reconstituer entièrement son profil. Son attrait immodéré pour l'argent, les fraudes qu'elle a pu commettre dans le passé, et également la tentative d'assassinat sur René, son ex-mari. À l'époque, les enquêteurs n'en avaient pas la moindre idée, puisque souvenez-vous, il n'y a pas eu de procédure judiciaire, et donc pas de casier, donc tout jouait en la faveur de Geneviève, du moins jusqu'à aujourd'hui, avant que René leur reparle de cette histoire. Et ce qui va achever Geneviève, c'est une écoute téléphonique dans laquelle on l'entend demander à sa voisine de mentir à la police en cas d'interrogatoire, et surtout de bien dire que Geneviève était avec elle le jour de la mort d'Eric. C'était son seul alibi jusque-là, basé sur le mensonge donc d'une voisine, mensonge dont la police a maintenant la preuve grâce à cette écoute, dans laquelle en plus il y a une phrase qui laisse peu de place au doute sur les motivations de Geneviève. Sinon, ils vont penser que c'est moi qui les ai zigouillés. Geneviève, ses enfants et Yann sont donc placés en détention provisoire pour complicité de meurtre. Ils doivent être jugés en 2003 et passeront donc 3 ans derrière les barreaux en attendant leur procès. Mais pendant son incarcération, Geneviève revient entièrement sur ses propos. Elle finit par accuser Valérie d'avoir tué son beau-père et elle déclare que c'est Fabrice qui a tout orchestré depuis le début. Après avoir drogué ses enfants, après leur avoir demandé de tuer leur beau-père, elle essaie de leur faire porter le chapeau. Jusqu'au bout, elle commet l'impardonnable envers les gens qu'elle est censée le plus protéger au monde, ses enfants, et ça lui vaudra dans la presse le surnom de la diabolique d'Antibes. Alors rassurez-vous, en 2003, lors du procès, personne croit à sa version. En plus de ça, un expert psychiatre estime qu'elle a bien toute sa tête et qu'elle est extrêmement douée pour manipuler ses proches. Geneviève, elle, se contente juste de se lever, de frapper violemment à la vitre qui la sépare du tribunal et d'accuser les avocats et ses propres fils d'être des menteurs. Alors on saura jamais exactement comment Geneviève a tué Eric, mais on sait qu'elle avait dans sa pharmacie personnelle des puissants somnifères qui auraient pu provoquer un arrêt cardiaque. Et d'après toutes les personnes qui ont vu Eric avant sa mort, son état n'était plus du tout inquiétant. Malgré ce doute qui plane sur le mode opératoire employé, Geneviève se prend la peine d'emprisonnement maximale, c'est-à-dire 25 ans de prison. Et Fabrice et Yann, qui étaient mineurs au moment des faits, auront quant à eux une peine bien plus clémente. Valérie, lui, sera relaxée. En 2010, Geneviève tombe gravement malade et meurt à l'hôpital-prison de Rennes. Et d'après les médias, son départ se fait dans l'indifférence totale de ses proches puisqu'ils ont tous coupé les ponts avec elle. Son héritage à elle, ça aura été de détruire sa propre famille dans le seul but de gagner toujours plus d'argent. C'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère que cette histoire vous a plu, si on peut dire ça, c'est glauque quand même hein. Merci à vous d'avoir regardé ce thread d'horreur, cette histoire me fout particulièrement le cafard. Je pensais pas qu'une maman pouvait être avide d'argent au point de détruire sa propre famille et ses enfants. Apparemment ça existait, en tout cas dans cette affaire, il y en a peut-être d'autres comme ça. En tout cas je vous souhaite le meilleur, littéralement l'inverse de cette histoire, et je vous dis à très vite dans d'autres vidéos, prenez soin de vous, ciao.